Oui, salut mon Jed. Salut mon Raph. Comment ça va? Écoute, pleine forme. Très très heureux que tu m'accueilles sur ta première émission. Exactement. Et bien, très heureux que tu aies accepté justement avec grand plaisir. L'invitation. Le trajet jusqu'à Paris a été. Ça va? C'est vrai, je dis la vérité. Il est venu me récupérer à la sortie du métro. Donc un accueil de fou. On allait boire le café. Là, on est dans le stud. Donc ouais, chaud, prêt à partager avec toi. On le fait déjà tous les jours. Oui, exactement. La seule diff, c'est qu'il y a des caméras, un décor. C'est ça. Bah écoute, déjà bienvenue à tous sur ce premier épisode. Voilà, je suis très content de lancer cette chaîne. Voilà, avec Jed, on se connaît depuis peu. C'est vrai. Au final, on travaille ensemble par le biais de deux personnes que tu connais forcément bien, que ce soit Augustin ou Jules. Ouais, c'est vrai. Voilà, qui m'ont permis de faire en sorte qu'on se rencontre. Et du coup, je suis très heureux aujourd'hui. De ouf. Voilà, c'est un super collègue. Ouais. Je me permets, je le dis. Merci. Et toujours dispo pour répondre au tel et avoir une bonne blague. Exactement. Donc super collègue. Toujours très bon. Je suis très bon blagueur, très bon public. Ouais, donc là pour écouter. Écoutez, ce format-là, dans tous les cas, il va être assez simple. On va parler forcément de ce qu'on maîtrise le mieux, le format du sales. Voilà, d'un point de vue global. Alors, ça sera pas des grandes théories, des grandes envolées lyriques sur ce qui est bien en sales, ce qui est pas bien. Voilà, on va pas tu veux pas la dernière méthode à la mode. Exactement, le dernier framework incroyable qui va vous permettre de faire décoller vos ventes, de prendre 20 rendez-vous par jour. Pas du tout. Spoiler alerte, ça n'existe pas. Exactement. Mais c'est vrai en plus. Non mais bien sûr. Et l'objectif, voilà, ça va être aussi de parler de choses qui me passionnent d'abord, et je sais qu'on a des atomes crochus là-dessus, qui est le sport, et comment on va faire le parallèle entre notre métier de sales et le sport, et également sur la partie mentale aussi. Je sais que toi t'es assez friand aussi de ça, de se préparer avant des journées de call, quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Donc comment repartir au charbon tous les jours, Let's go. si c'est pas forcément évident parfois. Donc voilà, si t'as quelques tips, je vous partagerai toutes mes astuces qui sont parfois bancales mais qui fonctionnent pas trop mal. Exactement. On va dire. Et je vous partagerai ça avec grand plaisir. Magnifique. On va avoir de la bonne valeur, et c'est ce qu'on souhaite, et un échange, une discussion. Ça risque de partir un peu dans tous les sens, et il y a pas forcément de il y a pas de chronomètre, je vous le dis, j'ai regardé la montre, on a réservé, on est peinard, on y va tranquille. Exactement. Je le dis dès le départ, abonnez-vous à la chaîne de Raph, c'est la première interview qu'il fait, il investit dans du contenu de qualité, un super studio, il a bossé ses ITV, et vous allez voir, il commence un petit peu à arriver dans le game sales, il va faire beaucoup de bruit, surtout sur 2026, et vous pourrez dire que vous l'avez entendu ici d'abord. Et merci pour ça, et en tout cas, trop heureux que tu sois là. Eh ben écoute, moi j'aime bien cette petite question. Je l'ai trouvée, je l'ai pas créée, mais je l'ai trouvée dans un podcast que je suis, qui est spécialisé dans le rugby, et la question d'intro, c'est: de quoi rêvait le petit Jed étant enfant? Waouh, génial. De quoi je rêvais? Alors, c'est pas pour faire de l'émotion directe, mais je rêvais d'être papa. Mon rêve, moi, c'était de fonder une famille, d'avoir plein de gamins. Je me rendais pas compte du tout de ce que ça voulait dire dans la vraie vie. Mais mon rêve, c'était d'être papa et de fonder une famille. C'est toujours le cas. Mais si je dois parler un petit peu pro, etc., ce dont j'ai toujours rêvé quand j'étais plus jeune, c'était d'être avocat. Donc il y a ce rapport au fait de parler, à l'art oratoire. D'accord. J'ai toujours été fan en fait des avocats, la grande cape et tout. Et les grandes plaidoiries. Ouais, exactement. Et en fait, il y avait un côté aussi, je défends les faibles. Qui me plaisait beaucoup. Je trouvais que c'était un métier noble. Encore une fois, spoiler alert, j'ai fait un stage en 3e chez un avocat. Et au sortir de cette semaine, je me suis dit, c'est pas du tout fait pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as vu qui t'a pas marqué? Je sors pas de blase, mais j'étais chez un avocat pénaliste. Donc pour les gens qui connaissent pas, qui traitent des crimes, etc. Et en fait, c'était vraiment défenseur de voyous. D'accord. Tu vois. Et en fait, j'ai vu un peu le côté dark de tout ça, tu vois. Et je me suis dit qu'il fallait quand même être hyper accroché. Et puis après, en grandissant, les rêves d'enfant sont faits aussi des fois pour rester des rêves d'enfant. Et j'ai découvert aussi une passion un peu plus pour l'économie, le monde de l'entreprise, etc. Mais ouais, avocat, je trouvais ça stylé. Et puis il y a plein de séries à la télé qui m'ont matrixé le crâne. Je pense à Suits. Tu vois, grand fan de Suits, d'ailleurs, je l'ai reprise en ce moment. Mais mec, on fait tout ça tous les 2 ans. Mais toujours. Je pense que je l'ai déjà revu 3-4 fois, mais la subtilité, c'est que j'essaye d'apprendre l'anglais.
Et du coup, je me suis mis en sous-titré anglais. Et en anglais. Bon, avec les... Mais mec, t'es très très chaud parce que... Mais c'est très très dur. Très dur. Je t'avoue que des fois, je rebascule en français, en sous-titrage français, parce que je suis là, je comprends. Mais tu écoutes tout le temps en anglais? Là, du coup, je l'ai mis... J'ai commencé, je l'ai revu au total, là, c'est la 3e fois. Donc, en gros, je l'ai fait, du coup, 2 fois en français. Et au final, là, je me le fais en anglais. Et vu que ma femme parle très très bien anglais... C'est cool. Mais c'est rigolo que tu dises ça, je sais pas quand l'épisode sort, mais vraiment premier degré, il y a 2 nuits, avec ma chérie, on a redémarré les Harry Potter en anglais. Magnifique. Et alors? C'est trop bien. Alors par contre, j'adorais les voix françaises parce qu'on a grandi avec, bien sûr. etc. Mais très très cool quand ils ont dit Hogwarts, je savais pas que Poudlard, ça s'appelait pas Poudlard de partout. Mais ouais, tout pareil. Pourquoi j'adore Suits? Parce qu'en fait, c'est les avocats qui sont les plus gros sales de l'univers. En fait, c'est des commerciaux et on le voit que ce soit le personnage principal Harvey Specter en fait faire sans cesse l'usage de ruses, de négociations, de procédés commerciaux et il essaye aussi de capter l'attention. Bref, j'adore. Il y a des costards cravates, il y a des affaires de fous, t'es dans des grands buildings et en fait, je trouve que c'était hyper inspirant pour notre génération. Bien sûr. Ouais. Donc non, kiff, Suits, gros kiff. Ok, trop bien. Ben écoute, top. Et au final, donc t'as ce parcours où au final métier d'avocat, tu sens dès le départ que c'est pas fait pour toi. Comment tu te dis ok, ben tiens, je vais basculer dans le commerce et qu'est-ce qui te dit ok tiens, je vais tenter ce truc-là, même si j'ai déjà un bout de réponse, mais j'aime bien que tu le dises un petit peu. Avec tes mots. En vrai, je me le suis jamais dit, si tu veux tout savoir. D'accord. Ça aussi, c'est hyper intéressant et je me suis jamais dit, je vais être un commercial, je vais être un top performer, je vais être un directeur commercial. Ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai souvent pris les choses les unes après les autres et si je dois te parler de l'origine de mon goût pour la vente, c'est forcément dû à mes parents. Moi, je viens d'une famille de commerçants. Mon papa, il a une épicerie. Ma maman, elle était femme de ménage. Je le dis tout le temps, elle a monté sa boîte de nettoyage. Et très très jeune, en fait, ce que j'ai pas dit d'ailleurs ailleurs, ça je te le donne, c'est que très très jeune, j'ai eu le rôle de jouer l'assistant administratif de mes parents. Moi, mes parents, ils étaient allergiques à l'informatique. Et en fait, en voulant se structurer, ils ont dû faire des devis, des factures, des relances clients. Et donc, j'étais en contact avec les clients à l'âge de 12-13 ans. D'accord. Ouais, tu checkes la comptabilité, t'apprends ce qu'est un devis, ce qu'est un avoir. En fait, t'as vraiment un pied dans le monde de l'entreprise. Et puis, je peux pas omettre l'épicerie de mon père. C'est-à-dire que j'étais derrière la caisse. T'en as l'air très très fier de cette épicerie. Et pareil, on vous ment zéro. Il y a 1 heure, on était à une terrasse de café. Mon père, il m'a appelé. J'ai fait un coucou avec Raph. Il était dans son épicerie. Il me dit, j'ai fait les courses. J'ai acheté telle bouteille. Je lance ça. C'est vraiment un lien que j'ai et j'ai découvert ce que c'était d'écouter les gens, de réaliser des ventes, de faire des grosses journées, de l'argent qui rentre. Moi, je suis un amoureux du liquide. Je ne vends pas de drogue. T'en as sous ton matelas ou pas? C'est la question à 100 000 que tout le monde se pose. Sous mon matelas Emma, si vous voulez sponsor cet épisode. J'ai pas de liquide, non. Mais voilà, j'ai découvert un petit peu cet amour pour la vente par le biais de mes parents. Et il y a une réalité, c'est que j'ai toujours été curieux. Et quelque chose qu'on dit pas souvent, c'est que je pense que le sales, une des qualités principales, c'est la curiosité. Il faut savoir qu'en fait, en tant que sales, mais en fait, si tu vas pas de l'avant et si t'as pas cet amour, entre guillemets, d'aller vers l'autre et de vouloir découvrir l'autre et d'échanger et d'apprendre, parce que au-delà du métier de sales, au-delà de la vente, à proprement parler, d'avoir une transaction entre 2 personnes, ce qu'il faut, c'est avoir profondément envie de discuter avec les gens, d'échanger, de partager. Et ensuite, derrière, tu résous un problème via le produit ou le service, la solution que tu mets en avant. Mais derrière, que ce soit dans une épicerie ou que ce soit les hautes sphères du sales, sur une vente de SaaS à des milliers d'euros, en fait, ce qu'il faut derrière, c'est résoudre quelque chose et amener de la valeur et de la preuve pour la personne que tu côtoies et essayer d'en apprendre aussi de ce côté-là et pas juste être focus là-dessus et ça me fait penser, tu vois, et c'est toi qui me l'avais dit, mais tu l'avais pris d'un des sales et t'avais fait un post là-dessus sur la noble intention. Ouais, tu vois, c'est Enzo qui a dit ça. Ouais, exactement. C'est Enzo Colucci qui est... dédicace Enzo si tu passes par là. Exactement. Mais la noble intention, aujourd'hui, tout le monde en parle sans vraiment savoir ce que c'est. J'avais dit dans un échange avec Augustin Tonnel, donc le père Gus, qu'on embrasse aussi. Ouais, qu'on embrasse. On fait que des dédicaces. Ça fait 10 minutes. Ouais, exactement.
Mais j'avais dit dans cet échange avec Augustin que la noble intention, aujourd'hui, elle était un peu galvaudée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une noble intention dans le sales, c'est vouloir une conversation sincère avec le prospect. Je prends souvent l'exemple des humoristes. Gad Elmaleh, il fait 300 dates par an. Donc son spectacle, au bout d'un moment, forcément, il le saoule. Tu vois, il l'a répété 300 fois. Quand il en est à la 250e date, ça le saoule. Mais comme nous, les commerciaux, quand on en est à notre 250e pitch, ça nous rend fou. Mais la réalité, c'est que la personne que vous avez au bout du fil et la personne qui vient assister au spectacle, qui a payé très cher ses billets, c'est la soirée de son année. Peut-être qu'il a économisé pendant un mois. Peut-être que la personne que vous avez au bout du fil, vous lui apportez la solution dont il a besoin. Et donc, vous devez performer et surtout arriver on stage, sur scène, derrière le téléphone, prêt à tout arracher. Et donc, en fait, il faut que chacun de ces soirs, chacun de vos appels soit avec cette intention-là, de communiquer, d'échanger. Moi, j'aime bien dire, on est des humoristes un peu ratés. Tu vois, on a tous ce côté-là. On est fan de spectacle, fan d'humour. T'étais clown, toi, un peu à l'école, tu vois, dans ta jeunesse. Tu faisais rire un peu les gens. Parce que moi, j'ai toujours essayé, mais j'étais toujours un peu la blague nulle, tu sais, où en fait t'as 2-3 blagues qui s'enchaînent et tu sais t'as la tienne, tu sais, où t'essayes un peu d'arriver la blague de trop. Ouais, la blague de trop. J'ai beaucoup été, étant plus jeune, la blague de trop. Si je vais être honnête avec toi, quand j'étais plus jeune, j'ai été focus sur le fait de réussir à l'école. Ok. Et j'avais des parents qui m'attendaient là-dessus. Tu vois, c'était vraiment t'en es où de tes devoirs. Je rentrais à 4h30, à 4h50, je démarrais les devoirs. Et d'ailleurs, ça m'a plutôt servi par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'était cool d'être focus sur l'école parce qu'il y avait plein de sources de distraction. J'ai toujours été bavard, tu vois, j'ai toujours été le gars qui fait des vannes, etc. Mais c'est plus grand que j'ai développé ça avec la répartie, avec l'envie de tchatcher, de vanner. Et j'ai tout de suite été un obsédé du stand-up. Genre, je suis un fan absolu de ça. Moi-même, j'ai écrit des trucs, je suis monté sur scène. Trop bien. Ouais, j'ai fait des scènes ouvertes. Ah, mais incroyable. Où ça? Ta première scène ouverte? Mec, tu vas rigoler. Ma première scène ouverte, elle était à Grenoble. Ok. Elle était à Grenoble dans je crois que ça s'appelle la Bobine, genre Parc Paul Mistral à Grenoble. Et c'était une grosse scène ouverte, mais j'ai déjà fait au Panama Café. Trop bien. Ouais, à l'époque, j'avais pris un Flixbus de Grenoble à Paris et j'étais venu jouer à 23h15 parce qu'en fait moins t'es connu, plus tu joues tard. Bien sûr. Et plus tu joues tard, moins il y a de gens dans la salle. Exactement. Mais j'étais jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais dit à personne et j'étais monté sur Paname et en fait j'avais saisi le truc. Pendant 3 soirs, j'étais allé juste regarder. Et puis les mecs ils m'ont vu, ils m'ont dit mais tu fais quoi? Tu grattes des trucs sur une feuille? J'écrivais 4 blagues qui faisaient rire que moi. Mais je suis passé par cette phase-là. J'ai été hyper inspiré, moi, par les humoristes. Jamel Debbouze, c'est une grosse inspiration pour moi. J'allais te demander le premier spectacle, tu vois, que en vrai, moi, Jamel, ça m'a mis une tarte. Parce que c'est un rebeu. Comme beaucoup, parce que on partage les origines. Mais quand j'ai vu Gad Elmaleh, ma tête, elle a vrillé. Parce qu'en fait, je me suis dit, ce mec-là me fait rire sans parler. Tu sais, et derrière, ça m'a donné envie de découvrir d'autres humoristes. Eli Kaku, je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Mais tu vois, c'est des mecs avec un geste, une imitation. Et en fait, moi, j'adore imiter les gens. Tu vois, c'est un peu le jeu que j'ai avec mes potes. Bien sûr. Et on adore imiter. Et en fait, je me rends compte que ces gens-là, ils m'ont beaucoup inspiré parce que dans le sales, pour te faire le parallèle, il y a ce qu'on appelle le mirroring. Exactement. Et le mirroring, c'est avoir une attitude miroir vis-à-vis de la personne que vous avez en face. C'est Gus qui me l'a appris. J'ai aucune honte. Je le faisais de manière parfois assez naturelle. Mais Gus m'a expliqué cette théorie en me disant, mais Jed, quand t'as Jacqueline DRH, va tranquille en face. Exactement. Tu vois, ne te pousse pas. Et en fait, être capable d'adapter son personnage, je le tire, je pense beaucoup. Je suis fan de ciné, toi aussi, je pense. Bien sûr. Et les humoristes, Eli Kaku, très fort. Jamel, Gad. Et après, moi, je me suis pris en pleine tarte H. Tu sais, la série H. Ouais, moi, j'étais pas trop sur Steve Dumont. Moi, c'est beaucoup les inconnus. Ok, c'est beaucoup les inconnus. Parce que j'aime bien ce qui est fait en équipe. Ouais, bien sûr. Parce que je suis très esprit d'équipe. Et du coup, j'ai toujours aimé, tu vois, la manière dont ils avaient d'interagir et de se jeter la balle. Tu vois, moi, je suis très. Tu sais que c'est rigolo parce que c'est ce qui m'a fait kiffer H. D'accord. Parce que en gros, je me suis dit en fait, il y avait Jamel Debbouze, Eric et Ramsey, Ben Guigui, bref, il y avait des gens exceptionnels dedans. Et ce que j'aimais moi, c'était que tu retrouvais la même bande de personnes. Tu sais, il y avait une espèce de rendez-vous et tu savais que le soir t'avais ça. Et je pense qu'on est une génération, on est dans les années 90, où on a été biberonné aux séries comme ça. Tu vois, le samedi, il y avait la trilogie du samedi à la télé, on allait tous la regarder. Tout le temps. Plus belle la vie, que vous aimiez ou pas, tout le monde a regardé. Les années collège, tu rentrais 20h10, hein. Ouais, 20h10, 20h35. On est vraiment rien. Arrêtez, on a tous regardé le Mistral, Roland.
Bref, tu vois, et je pense qu'on est biberonné au rendez-vous. Et d'ailleurs, dans les émissions qu'on essaye de réaliser aujourd'hui, notre génération, c'est quoi? C'est des rendez-vous, des podcasts. Enfin bref. Et amener à avoir ce genre de discussion. C'est hyper intéressant. Et tu vois, pour faire le parallèle aussi, tu vois, tu parlais de Gad Elmaleh et du non-verbal qu'il avait, tu vois, pour faire le parallèle en tant que sales. En fait, ce non-verbal aussi derrière, quand tu vas l'avoir avec un prospect en rendez-vous ou pendant un call, peu importe. En fait, ce non-verbal, tu vois, le fait de transmettre quelque chose par sa posture, par son écoute, en fait, c'est ce qui va t'ouvrir un nombre de portes incalculable. Et en fait, le commercial Jean-Claude Convenant est complètement mort en 2025. Il est mort enterré. Et en fait, il y a une nouvelle, tu vois, manière de faire du sales, une nouvelle manière de se comporter, tu vois, avec des prospects, d'être très posé, très carré, d'écouter et tu vois, de poser les bonnes questions au bon moment et tu vois l'aspect mirroring aussi. Tu vois, tu vas pas parler. Mais en fait, c'est juste là ce que tu mets en avant, c'est le développement de notre métier. C'est-à-dire que au même titre que les sports ont évolué, les disciplines ont évolué, le métier de commercial a évolué avec les années. C'est-à-dire que avant, tu prenais le rugby, tout le monde disait c'est des gros sacs. Au foot, on disait c'est que des athlètes qui courent. Tu vois, et ou alors c'était des techniciens, etc. On se rend compte que de plus en plus on a des athlètes hybrides. D'ailleurs, dans plein de sports. Aujourd'hui, tu vois les rugbyman, ils sont hyper fit, ils ont une endurance de malade. Les footballeurs, regarde Cristiano Ronaldo, il joue jusqu'à 36, 40 ans, hygiène de vie. Et en fait, dans le sales, le niveau moyen a augmenté. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Mais là où je peux mettre un bémol, c'est que moi je crache pas sur l'historique Jean-Claude Convenant. Tu sais, le commercial qui va au bar, qui invite les gens et tout. Parce qu'en fait, ça se perd. 1, ça se perd. 2, ça signait des contrats. Et 3, ça permettait une fidélisation client. Aujourd'hui, les gens se reposent énormément sur leurs produits. Moi, je coach des dirigeants qui ont des SaaS, etc. Et en fait, ils sont full product. C'est trop bien. Génial. Faites un produit exceptionnel. Mais arrêtez de vous astiquer sur la dernière features à la mode. Moi, ce que je veux, c'est j'ai signé pour Raphaël. Est-ce que c'est Raphaël qui va s'occuper de moi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, des produits similaires, surtout à l'ère de l'IA, il y en a plein. Il y en a plein. Qu'est-ce qui va faire la diff? C'est le mec qui va me l'emmener. Et donc, si toi, t'as quelque chose en plus, t'as créé du lien, tu sais que je supporte l'OM, le PSG, t'as une petite blague le jour de l'anniversaire de ma fille, mais en fait, ça, c'est du parasocial en plus. Mais tu vois, j'avais vu un post LinkedIn là-dessus où c'est un dirigeant, tu vois, qui faisait le post, il avait mis en image sa photo, une photo WhatsApp où en gros, il dit, je sais plus comment il le sort, mais il dit ok, on prend rendez-vous. Je sais que vous êtes à Marseille, je suis à Paris. Moi, je suis pour le PSG. Vous êtes pour l'OM. Ouais, vous êtes pour l'OM. Si l'OM gagne, on se prend un échange de 30 minutes. Et en gros, derrière, l'OM gagne. Justement, c'était le match. Mais il y a pas longtemps là. Il y a pas longtemps. Vamos. Non. Ah oui, justement. Pardon. Non. Mais du coup, et au final, l'OM gagne. Et en gros, le CEO a tenu sa parole. Ok, on fait un échange. C'est une belle histoire. Et en fait, il y a eu ce bris de glace. Je sais plus qui a fait le post, mais du coup, petite dédicace aussi à lui. Toi. Et du coup, au final, ça te permet en fait de briser ces glaces-là. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, notre métier, surtout dans la tech, c'est un métier de visioconférence. Tu fais des visios. En là, gros, tu soulèves un autre problème là. C'est très bien, c'est super, c'est génial. Ça a permis, tu vois, avec le Covid, etc., de plus être dans ce mode digital, c'est très bien. Mais on perd cet aspect Jean-Claude Convenant, comme tu disais, de faire des restos, et de serrer des mains, de serrer des mains, serrer des paluches, tu vois. C'est l'expression un peu. Tu vas serrer des paluches, tu vas inviter ton prospect au resto, tu vas créer des partenariats, tu vas créer des synergies, tu vas créer des choses, tu vois, avec la personne. Et en fait, ça se passe hormis le cadre classique corporate, et faut aller dans des restos, faut aller dans des salons, faut créer du lien de cette manière-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu abordes notamment la notion des salons aujourd'hui. Moi, je coach énormément de dirigeants dans la tech qui sont des exposants dans les salons. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une vraie technique d'être un bon commercial quand tu es exposant en salon. C'est comment est-ce que je prépare mon stand? Est-ce que j'ai un kakémono? Est-ce que je prépare des démos? Comment est-ce que je sais identifier avec qui je vais développer un peu plus, avec qui je vais pas perdre mon temps? Il faut être sélectif. En même temps, il faut qu'il y ait toujours du monde sur ton stand. Donc même le dernier pimpin, si c'est le seul qui est là, tu le gardes dans ton stand parce que ça donne l'impression qu'il y a du monde. Et en fait, tout ça, c'est des techniques de commerce physique qui disparaissent un petit peu. Et la réalité du digital aussi, c'est que les gens ne savent pas vendre en visio. Aujourd'hui, c'est je t'envoie la propale par mail et j'attends ta réponse. Les gens se confrontent de moins en moins au fameux non, à l'objection. Les gens
marche beaucoup avec de l'asynchrone aujourd'hui. Et la réalité, c'est que c'est dans le synchrone que tu vois la réalité de ce qu'il y a dans le crâne de ton prospect. Ce que je conseille, moi, très, très souvent, là, en ce moment, je fais des modules d'apprentissage de la vente en visio. Et je leur explique qu'en fait, dans la visio, tu peux créer du mouvement. Il y a différentes zones quand tu es face à ton écran. Là, avec le micro, vous m'entendez bien. Il y a une situation de proximité. Là, si je m'éloigne, je montre que je suis dans la réflexion, que je réfléchis. Quand je pose une question, je me mets légèrement sur le côté. Et en fait, ça montre qu'il y a du mouvement dans ma façon de penser. Et donc, également pendant ta visio. Et avant, on interagissait sur la photo de sa petite qui était sur le bureau, etc. Aujourd'hui, on a des fonds d'écran qui sont tous les mêmes. Ou sinon, tu vois, tu as un fond d'écran. Exactement. Et je parle même pas des gens qui mettent pas la caméra. Aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un fléau de dingue. Pendant le Covid, combien de personnes ne mettaient pas la caméra? C'était des Jean-Luc en slip qui appuyaient sur la touche entrée pendant le télétravail. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le digital ne doit pas devenir le fléau du commerce que nous, on aime. C'est ça. Le commerce de proximité, le commerce où en fait, on va créer du lien et où en fait, on va vraiment... Derrière, moi, Toi, t'as eu une expérience un peu commerce physique? Mais écoute, moi, je travaillais avant de monter sur Paris. Moi, j'ai eu un parcours, je sais pas s'il est atypique, mais tu vois, moi, j'étais pas bon à l'école. Enfin, c'est pas que j'étais pas bon. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est pas que j'étais pas bon à l'école, mais tu vois, il y a pas très scolaire, c'est rigolo. Ouais, mais pas du tout. Au final, je l'ai pris un peu avec le temps, tu vois, d'être un peu carré. Parce que t'es carré quand tu bosses. Mais exactement, mais j'ai pris vraiment sur le tard. Et en fait, moi, collège, lycée, j'étais un peu un cancre. Je savais pas. Je fais un bac pro commerce, mais parce que, en fait, pas que j'avais un problème de capacité, mais juste j'étais un branleur. Ouais, fainéant. Donc, gros fainéant. Et au final, j'aurais très bien pu faire un lycée général, partir en école de commerce, etc. Au final, j'ai fait bac pro commerce, j'ai fait un BTS MUC que je n'ai pas eu, je le précise. Mais non. Si, je l'ai pas eu parce que j'allais pas en cours, parce que je profitais de la vie étudiante. Donc au final, j'avais ce truc-là vraiment du branleur. Et au final, je me suis retrouvé, tu vois, à démarrer ma vie de jeune actif dans le B2C. Et surtout, quand je suis passé dans le B2B, en fait, et c'est là où j'avais la proximité, surtout avec mes clients, c'est que je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Chaussons Matériaux, qui est un concurrent de Point P, qui fait du négoce de matériaux de construction. Et en gros, j'avais des clients qui étaient des artisans dans le second œuvre, des plaquistes, des poseurs en installation. C'est vrai? Ouais, je te jure. T'étais chez qui à ce moment-là? Moi, je faisais du recrutement dans le second œuvre. Ah, ok. Et je recrutais des menuisiers, des charpentiers. En fait, je faisais la partie opérationnelle, mais je faisais aussi le bureau, bureau d'études, ingénieur et tout. Moi, j'étais beaucoup plus dans l'opérationnel, mais vraiment, moi, en gros, je suis arrivé dans le commercial B2B. En fait, j'avais les pages jaunes, mon portefeuille client, et basta. Ta prospe, c'était les pages jaunes. Alors, ma prospe, c'était les pages jaunes, et surtout, c'était ma voiture 2 places avec mon casque et mes bottes, où en fait, je faisais des Donc, t'avais ta voiture commerciale. Exactement. J'avais ma 2 places. Et en gros, la technique qu'il y avait, c'était de prendre sa voiture et en fait, de regarder où est-ce qu'il y avait des grues. Parce qu'en fait, quand tu as des grues, ça veut dire que tu as un chantier et sur le chantier, tu as des panneaux de chantier. En fait, à chaque fois, tu es obligé d'avoir le nom du plaquiste ou des artisans, en fait, des entreprises qui réalisent ce chantier-là. Et ça, c'est un vrai inside business. Exactement. Et du coup, j'avais cette partie-là. Donc ça, c'est la première partie prospection, vraiment à l'ancienne. Donc c'était hyper intéressant. Et en fait, derrière, tu allais toujours prospecter en face à face. En fait, j'avais mes feuilles avec ma grille de prix type, sur ton catalogue. Exactement, mon catalogue, et j'y allais, je traitais avec des plaquistes, et franchement, plus formateur que ça, tu vois, t'as pas, et comme retour d'expérience, franchement, il y a pas mieux, et c'est génial parce que c'est une entreprise en plus que j'adore, parce que c'est le père d'un de mes meilleurs amis qui m'a fait rentrer dans cette entreprise-là. Et surtout, c'est une entreprise toulousaine, une vraie success story toulousaine qui s'appelle Chaussons Matériaux, et du coup, ils sont sponsors du Stade Toulousain, club que j'adore, et c'est un sponsor historique, et c'est une boîte historique qui fonctionne très bien. Donc très content d'avoir été dans cette maison pendant un peu plus de 2 ans et qui m'a formé aux sales à l'ancienne. C'est génial ce que tu dis parce que moi, je vois souvent mon père, mon beau-père, c'est des vendeurs nés. Tu vois, moi, mon père dans sa boutique, il a un sens de la fidélisation, de l'empathie client qui est très fort. Et je vois mon beau-père, il vend des cuisines. D'accord. Il est chez Cuisinella. Et en fait, il a tout compris. Tu vois, quand les gens rentrent dans le magasin, il va leur offrir un café. Même si ça va pas aboutir à une vente. Hein. Mais bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, c'est le vendeur de la boutique qui a le plus d'avis Google. Pourquoi? Parce que c'est ça qui marque les gens. Et qu'en fait, quand tu vends un élément, alors c'est du B2C, bien sûr, mais quand tu vends un élément qui vient changer la vie de ton prospect, que ce soit un grand compte, un petit compte ou monsieur, madame, tout le monde, si tu fais les choses bien, tu marques leur journée, tu marques leur semaine et ils ont envie de te recommander, de repenser à toi. Et en fait, tous ces petits éléments qui sont ce que j'appelle moi le care, c'est-à-dire prendre soin
de votre prospect, de votre client. Moi, je suis un gros prospecteur. C'est-à-dire que je suis connu pour être très fort en chasse. Ce que je préfère, c'est de l'account management. C'est pas ce qui paye le plus. Mais c'est génial. Mais par contre, j'ai un kiff énorme à connaître mon portefeuille client. Il y avait un commercial avec qui je travaillais qui s'appelait Eric dans la dernière startup. Et Eric, il n'était pas fou de prospection. Il aimait pas. Mais par contre, c'était un putain de bon account manager. C'est-à-dire, il avait noté tous les anniversaires de tous les restaurants avec lesquels on bossait. Il envoyait des messages tous les matins. Et du coup, ça passait. Et il avait un lien avec eux qui était exceptionnel. Mais ça, tu vois, je dis pas qu'il faut être 100% comme ça. Je dis juste qu'il faut prendre un peu le meilleur à droite et à gauche. Mais exactement. En fait, c'est ça. C'est comment, en fait, tu vas pouvoir, allier, tu vois, le meilleur de tous les mondes autour du sales. Tu vois, que ce soit sur la prospection, avoir ce côté très sharp, comme tu dis. Mais le compte management, en fait, ça va te permettre. Moi, j'étais cam avant de me lancer à mon compte. Et en fait, j'avais ce portefeuille de clients. Et en gros, derrière, on avait cette technique, du coup, d'aller chez le client et de partager des moments avec lui. Moi, j'avais commencé des Leclerc. En fait, c'est des belles enseignes. Qui sont des enseignes très dures où on dit, mais les gens de la grande distribution, c'est très difficile d'y rentrer. Très vrai. Par contre, quand t'as mis le pied dans la porte, quand t'es rentré, c'est les gens les plus adorables du monde. Et en fait, ils ont une fidélité avec leurs partenaires qui est assez énorme. Où en plus, je travaillais dans le secteur de l'intérim ultra concurrentiel. Mais derrière, ils ont toujours dit, OK, on a cette proximité, on a ces échanges, on a ce service client que tu es capable de donner et aussi de transmettre. Et on a cette amitié, entre guillemets, naissante entre nous. Et on partira pas. On partira pas parce que tu as su régler nos galères, tu as su être présent. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est génial dans le métier de cam, c'est que tu crées au final des partenariats sur la durée et tu crées une fidélité et une certaine proximité avec tes clients et c'est génial. Et je vais venir casser un mythe, c'est que moi je faisais du grand compte avant de devenir Head of Sales et d'aller dans la tech. Je faisais du grand compte sur de l'IT, sur de la cyber, sur de l'IA. Donc des métiers complexes. Très technique, je plaçais des consultants sur des missions longue durée, 12, 18 mois. Et quand tu vends des hommes à 1 000 € par jour, tu vois, ça fait tout de suite des gros billets. Tu vends 400, 500 000 la mission. Donc, c'était des grosses ventes. Et tout le monde me disait, Jed, ça va être compliqué. La vente complexe, ça prend énormément de mois. C'est très dur de se faire référencer par les achats, etc. etc. Bien sûr. Moi, j'avais comme compte le groupe Crédit Agricole. Et on n'était pas du tout référencé chez eux. Et en fait, moi, quand on m'a dit, Jed, tu récupères le groupe Crédit Agricole, j'ai pris le challenge à bras-le-corps. Et je me suis dit, comment ça marche? Et en fait, il faut se faire référencer auprès des achats. Mais pour être référencé auprès des achats, il fallait que le Head of IA, le Head of Cyber entendent parler de moi. Et se disent, ce petit jeune-là, j'ai envie de lui filer mes besoins. Comment est-ce que j'avais fait? C'est ce que j'allais te demander. Non, mais les gens hallucinaient, moi, dans ma boîte, parce que je partais dans les locaux du Crédit Agricole. Je crois que c'est à Montrouge, si je dis pas de bêtises. Oui, ils sont à Montrouge. Et ils ont un gros campus et j'avais un consultant en place. Je demandais à ce consultant en place de me faire rentrer dans les locaux parce que les banques et les assurances, c'est très compliqué de rentrer. Mais là, carte d'identité, etc. T'es pas au guichet de la poste. Exactement. Et donc, le consultant me faisait rentrer. Il disait que j'avais rendez-vous avec lui à 8h le matin. Et je ne pouvais pas rentrer dans les locaux parce qu'il y a les différentes branches. Il y a le Crédit Agricole, il y a LCL, il y a CIB pour l'investissement. Et donc, j'étais cantonné à la cantine et à la zone fumeur. Et donc, ce que je faisais, je ne fume pas. Je parlais avec tous les gens qui allaient à la pause clope toute la journée. Mais tu créais du lien comme ça. Je créais du lien et je faisais ça. J'achetais les pains au chocolat et j'échangeais, je parlais avec eux. J'étais là, costard cravate. Je respectais les codes, je comprenais et je m'intéressais à eux. Je leur demandais quel était leur scope, ce qu'ils faisaient là. Et en fait, au bout de 3 minutes de discussion, il y a quelque chose qui est assez incroyable qui s'appelle l'empathie humaine, la réciproque. Et toi, Jed, tu fais quoi? Oh, ça va pas t'intéresser. Non, mais dis-moi toujours. Bah écoute, nous on travaille sur l'IT et l'IA. J'ai un consultant qui est là dans les locaux. Je suis venu le voir aujourd'hui. Et en fait, ok, mais tu sais que j'ai un boss qui peut avoir un besoin, etc. Et j'ai ramé, galéré pendant 7-8 mois. Mais le jour où ça a marché, j'ai réussi à déclencher 1, 2, 3 besoins et à me faire pote avec les acheteurs. Tout ça pour dire, oui, on est dans un monde de tech et de digital. Oui, j'ai vendu de l'IA, de la cyber, de la tech, du SaaS, ce que tu veux. La réalité, c'est que tu remplaceras jamais l'humain et le fait d'aller rencontrer les gens. À un moment donné, tu peux pas te cacher derrière ton écran. Ça va se sentir. En fait, moi, je vois deux choses, tu vois. Je vois le fait
que le digital, tu vois, a permis, tu vois, de casser des barrières qui étaient ultra présentes avant, d'avoir encore plus, tu vois, de communication avec les gens, ou au final, et aujourd'hui, parfois trop, parce que les gens, quand on fait du cold call, sursollicités, et du coup, ça, tu sens que par rapport à quelques années, en fait, c'est beaucoup plus dur, et on prend beaucoup plus de portes, et quel que soit le niveau, parce qu'en fait, les gens sont sursollicités de partout. Mais derrière, tu vois, quand t'as cette partie-là où ça a cassé des barrières, rien ne remplacera l'humain. Et en fait, le fait de dire, OK, call, visio, mais ensuite, dès que vous pouvez, je vous le dis, dès que vous pouvez aller voir vos clients, allez voir vos clients. En fait, tu parles vraiment du physique. Ah, du physique. Pour moi, si tu veux créer une relation, si tu veux aller signer un contrat, va voir ton client. Parce qu'en fait, derrière, si tu vas pas voir ton client, tu parlais d'asynchrone tout à l'heure. Si tu restes dans cet échange de mails, en fait, tu permets à ton client d'être dans l'inconnu, à ton prospect, tu vois, de se dire, OK, au final, j'ai quand même un doute. Et en fait, en physique, tu as le moyen de capter ce doute-là et d'aller le débunker. Et du coup, justement, d'arriver et de dire, mais OK, tu as ce doute-là, mais attends, peut-être que ce doute, t'en appelles un autre, etc. Et en fait, de remonter à la source et en fait, de toujours prouver que c'est toi qui est dans le jeu et pas de revenir avec un mail en disant sympa votre proposition. Ben, en fait, on est parti avec votre collègue parce que votre collègue, en fait, in fine, il l'a peut-être invité au resto, il l'a peut-être invité à un match, il a peut-être invité. Mais là, tu parles d'un cas très précis qui est le cas où on peut aller voir nos prospects et on a cette possibilité géographique-là. Il y a des business où quand tu vas à l'international ou que tu es loin, tu peux pas. Mais donc, du coup, quand tu ne peux pas te déplacer et rencontrer les gens, il y a un élément qui est crucial, c'est la vitesse de réponse, donc la réactivité. Parce que tu parlais du fait d'attendre la réponse par un mail, etc. Aujourd'hui, WhatsApp et la communication téléphonique permet d'avoir des liens beaucoup plus rapides avec vos prospects, avec vos clients. Moi, j'ai travaillé sur ma dernière expérience, on communiquait avec des restaurateurs. Et parfois, des restaurateurs indépendants, mais des restaurateurs qui avaient aussi parfois 15 enseignes. Et donc, les mecs n'ont pas le temps. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est une réponse claire et efficace. Et donc, ce qui faisait la différence entre un commercial et l'autre, entre une prestation et l'autre, c'était ta réactivité. Les gens ne comprennent pas que le care et le service, c'est avant tout prendre le problème. Je parle même pas d'y apporter une solution ou une résolution claire et efficace. C'est de montrer à votre prospect que vous venez et que son problème compte pour vous. Et ça, c'est déjà la moitié du chemin. Moi, j'ai coaché des CSM, des Customer Success Managers. C'est des gens qui sont là pour faire en sorte que la solution se déroule bien et que tout soit OK. En fait, les CSM, c'est pas des commerciaux, c'est des gens parfois timides et qui ont... Mais c'est la colonne vertébrale. Je fais une généralité, mais qui ont parfois du mal à aller vers le client et récolter de l'information. J'ai fait 3 mois d'intervention dans cette boîte. Les CSM ont récolté de l'info, ont réduit des problèmes, ont été capables de déceler des tickets, donc des tickets d'erreur, de problématiques en amont, et surtout ont même ramené des leads commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes CSM, c'est-à-dire la personne qui s'occupe du compte, vous avez une auréole sur la tête. Vous n'avez pas les 2 cornes du diable du commercial. Vous arrivez, vous êtes celui qui installe la solution, fait en sorte que tout va bien. Et en fait, vous êtes celui qui allait avoir le plus d'informations. Et donc, remontez ces infos-là commerciales. Parce que vous êtes capable, si vous ouvrez bien vos oreilles, de récolter l'info que le commercial peut-être n'aura pas. Ou que le prospect ne voudra pas lui donner. Parce que vous avez cette image un peu de, j'allais dire, de gentil, quoi. Exactement. Et dans mon ancienne boîte, on était des duos, un CSM. Ah, mais tout le temps. Et un sales. Mais c'est un binôme. Et en fait, c'est good cop, bad cop. Exactement. Et en fait, à partir du moment où tu crées cette relation entre ton CSM et toi en tant que sales, mais derrière, t'es inarrêtable. Tu peux aller chercher les montagnes. Tu me fais penser à quelque chose, c'est que le binôme sales CSM, donc commercial et customer success manager, c'est le binôme bon flic, mauvais flic, dans le sens où ce que l'un va pouvoir dire, l'autre ne pourra pas. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le CSM, il a parfois une posture expert technique et il est capable de venir reprendre votre client sur des manquements qu'a eu le client. Là où le commercial, il apparaît vraiment comme celui qui vient chercher l'aspect financier, l'aspect contractuel. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence dans une relation, que ce soit sur du SaaS, dans de la tech, c'est quand vous êtes capable de prodiguer du conseil à votre partenaire. Exactement. Très souvent, il y a des prestats qui attendent tout le temps une croissance de chiffre d'affaires de la solution que vous leur apportez. Et ils sont dans l'attente constante de résultats. Sauf que la réalité, c'est que ça veut dire que le jour où la croissance économique n'est plus là,
tu disparais et t'es plus son partenaire et son prestataire. Non, ce qu'il faut, c'est être capable d'être son partenaire de confiance dans les bons et les mauvais moments et être capable d'aller voir ton client et de lui dire là, tu as fait une erreur, je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'accompagner sur la reprise. Avoir cette casquette de gendarme. Moi, je dis tout le temps, quand on est dans la relation commerciale, on a plein de casquettes. Il y a la casquette du prospecteur, donc du médecin, poser des questions, être capable de comprendre. Et il y a la casquette un peu plus professeur, on va venir expliquer, éduquer, évangéliser, exactement. Éduquer son prospect, tu vois. L'évangélisation, c'est hyper important d'ailleurs. Ah mais toujours. Dans le sales. En fait, évangéliser, c'est ce qui va permettre à ton client derrière d'être en fait carré dans l'utilisation de sa solution et en fait d'être à l'aise et d'être en gros ton champion derrière pour, tu sais pas, en gros derrière il est amoureux de ta solution. Parce que tu as su l'évangéliser et derrière tu sais pas s'il connaît peut-être qu'il est dans des clubs de CEO, de trucs. C'est pour ça que tu parles de sponsor. Exactement, c'est du sponsoring et derrière par ce biais-là, tu vois, d'apporter ces solutions, en fait derrière ça t'ouvre aussi encore d'autres portes. Et là très, très souvent en ce moment on parle d'IA, on parle de nouvelles technologies. J'allais te poser la question, c'est quoi un peu ton avis là-dessus, parce qu'il y a à boire et à manger comme dans tout. Ouais. Toi l'IA par rapport à notre métier. De sales au global ou même de l'IA d'un point de vue général. Général. Qu'est-ce que t'en penses? Premièrement, l'IA doit et aujourd'hui fait déjà partie intégrante de notre vie. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui sont passés à côté ont déjà raté quelque chose. Je parle vraiment dans la vie de tous les jours. Moi, je crée du contenu comme toi. Je me sers de l'IA pour faire des scripts, pour penser, pour réfléchir. L'IA vient me challenger. Quand parfois j'ai un mauvais commentaire sur LinkedIn, je te jure que c'est vrai. Anecdote vraie. Ça t'arrive? Ouais, ça m'est arrivé, bien sûr. Je rigole. ouais, ça m'est arrivé. Sur un post qui a bien marché, forcément, t'as ton lot de haters. Bien sûr. Et la dernière c'est fois, là que tu commences à marcher. Du moment que t'as tes haters, ça veut dire que t'as. Vraie anecdote, on est le dimanche midi, il y a un mec qui met un commentaire tout pourri et il a pas de photo de profil. Kevin du 59, je sais pas qui c'est. Tu vois, au moment du poulet frit chez maman, exactement. il vient te poser ce truc-là, quoi. Moi, je suis avec ma copine, je lis le commentaire. Écoute-moi bien, il y avait 100 commentaires hyper agréables. J'ai bugué sur le mauvais commentaire. Toujours. Et je me suis servi de l'IA parce que moi, je suis un peu old school. J'étais là, t'habites où? Viens, on se voit, on se règle. Tu sais, un peu direct et tout. Ne soyez pas Kaira dans vos réponses, surtout sur LinkedIn. Donc ça, c'est une chose. De manière globale. Mais écoute-moi bien, j'ai demandé à ChatGPT une réponse cool, concise, etc. pour rester calme. Donc tu vois, l'IA m'a servi. Si on revient au sujet du commercial, aujourd'hui, l'IA va permettre aux commerciaux de devenir excellents, va tuer les personnes moyennes et faire disparaître de la surface de la Terre les mauvais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une notion en anglais qui s'appelle enhanced. C'est Basile qui m'en avait parlé. Enhanced, c'est améliorer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne doit pas devenir un palliatif au commercial, ne doit pas venir être un outil de remplacement du commercial. Ça ne remplacera jamais le commercial. Non, et d'ailleurs, on souhaite avoir des humains au téléphone. En revanche, des outils d'intelligence artificielle vous permettent aujourd'hui de devenir des meilleurs commerciaux. Moi, je peux te parler d'un outil qui a la cote en ce moment, que je connais depuis 8 mois, qui s'appelle Clap. Clap, c'est un outil d'enregistrement. Qui a été racheté, au moment où on tourne, qui a été racheté par Lemlist. Clap a été racheté par Lemlist de Guillaume Moubèche et de Charles. La réalité, c'est que cet outil-là, je m'en sers depuis 8 mois parce qu'il est exceptionnel quand tu es sales et qu'il a une super compréhension. J'ai dû envoyer 100 personnes chez eux, moi, tu vois. Et tu sais combien ils sont chez Clap? Non. Au global, je crois qu'ils sont moins de 10. Je crois que c'est une boîte, ils sont moins de 10. C'est une folie, mec. Et les mecs, c'est des tueurs à gages. Tu l'as utilisé, l'outil? Ah, mais bien sûr, je l'ai. Moi, je m'en sers tous les jours. Pas depuis 8 mois parce que je me suis lancé très récemment, mais je l'ai pris, ça fait 1 mois que je l'ai. Mais c'est exceptionnel. Non, mais moi, je l'ai utilisé. Je recommande. Non, mais ouais, ce n'est pas sponsor. Voilà. Non, du tout. Par contre, les gars, si vous voulez sponsor, slidez dans les DM. C'est ça, exactement. Mais non, premier degré, des outils d'intelligence artificielle peuvent nous rendre meilleurs. Aujourd'hui, quand je fais de la réécoute auprès de mes coachés, j'ai des outils d'IA qui me permettent, sans passer 1 heure à réécouter, de savoir là où il y a eu des failles, là où il y a eu des manquements. Et donc, la réalité, c'est servons-nous de ces outils pour enlever les tâches chronophages. Concentrez-vous sur les moments où vous avez de la valeur ajoutée. Moi, aujourd'hui, répondre à un mail, ça me saoule. Mais surtout, ça me saoule. Est-ce que ta valeur ajoutée, elle est là? Non, mais même, je vais te dire un truc. Toi et moi, je pense qu'on est de la même paroisse. On n'est pas des amoureux de l'écrit quand il n'y a pas du plaisir derrière. Exactement. Et moi, aujourd'hui, répondre à des mails de relance, etc., ça me saoule, tu vois. On est deux. Et donc, l'IA ici va venir vous aider. Et moi, je trouve que l'IA est géniale aujourd'hui pour venir challenger les idées.
Tu vois, moi, je suis constamment dans cette recherche d'idées, de posts, de notions, d'éléments, d'images. Et l'IA vient m'aider à challenger ma pensée. Moi, je sais pas comment tu fonctionnes avec l'IA. Moi, l'IA, pour moi, c'est mon assistante. Ouais. Moi, c'est mon assistant qui, derrière, en fait, dans les prompts que je lui fais, systématiquement, je veux dire, OK, par rapport à ce que je t'ai donné et tous les échanges qu'on a eus, pose-moi 3 questions, soit si c'est pas clair pour toi, soit si tu vois des axes d'amélioration et qu'est-ce que tu ferais, toi, par rapport à ton expertise sur tel et tel métier, etc. Parce qu'en fait, on est humain et justement, il y a des éléments que parfois on peut louper. Mais derrière, de lui donner, tu vois, de la matière du contexte. Et du contexte, bah, en fait, ça te permet de toi d'avoir de nouvelles pensées, te disant, ah ok, c'est vrai qu'elle me dit ça, j'y avais pas réfléchi. Du coup, ça va me permettre d'aller creuser tel ou tel sujet. Et du coup, ça va amener beaucoup plus de rondeur et d'éléments. Je vais venir mettre de l'eau à ton moulin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle appartient aux nouvelles générations. Elle appartient à ces personnes qui sont nées dans les années 2000, comme nous dans les années 90. Et ceux qui seront nés dans les années 2010 et 2020 seront des enfants de l'IA. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends ChatGPT, qui est l'IA la plus utilisée aujourd'hui dans le monde, les personnes âgées, quand je dis âgées, c'est plus de 40 ans, désolé pour tous les autres, sont les personnes qui s'en servent le mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles sont celles qui savent le mieux aujourd'hui écrire et développer leurs idées. Et donc, réaliser des prompts les plus complets. Bien sûr, les jeunes vont rattraper tout ça et j'imagine qu'il y aura bientôt des puces connectées au cerveau. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, être capable de faire un bon prompt, c'est ça, la compétence de l'intelligence artificielle. C'est de mettre du contexte, c'est de venir mettre de la nuance, incorporer des éléments. C'est mettre tout ce qui fait que nous sommes des hommes dans la machine. Et si tu comprends ça, mais tu te casses la tête parfois 1 heure sur un prompt. Moi, des fois, je m'arrache les cheveux pour avoir le prompt qui soit le plus cohérent et le plus dense possible. J'ai des prompts qui sont mais des pages et des pages. Et la réalité, c'est que derrière, il ne faut pas sous-estimer la machine. Si la machine te donne de la merde, c'est que tu lui as donné de la merde. C'est Jean-Pierre Coff qui disait « tu congèles de la merde, tu décongèles de la merde ». C'est la même chose avec les prompts. Ça reste exactement la même chose. Et tiens, en parlant d'IA, toi, c'est quoi si t'avais... ma stack. Ouais, ta stack d'outils IA que tu utilises dans ton job de sales. Si t'avais 3 outils, tu vois, à conseiller. Donc, si j'avais 3 outils IA à recommander, en numéro 1, Clap. Pour pouvoir réécouter ses calls de vente, avoir une analyse pertinente, c'est, je pense, indémodable. Donc ça, c'est dans mon métier de sales. J'utiliserai forcément l'Emlist. Notamment pour avoir des listes complètes sur la data. Parce que là, on parle de compétences humaines, mais il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, dont la qualité de la donnée sur laquelle vous travaillez. Et l'Emlist, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment numéro 1. Donc ça, c'est une chose. Et en numéro 3, c'est une bonne question. Moi, j'utiliserais ChatGPT pour pas parler des Power Dialers, etc., qui sont des super outils, Minari, Flunner, Fluncall, il y en a plein là qui sortent. Mon numéro 3 essentiel des outils IA, ce serait ChatGPT, parce qu'aujourd'hui, il m'aide à rédiger des scripts de qualité et à me casser la tête sur des scripts qui sont aujourd'hui chirurgicaux. J'ai eu l'honneur de travailler avec Basile, que tu connais, qui m'a fait step up sur ma façon de rédiger des scripts. Il fait step up beaucoup de monde sur la manière de voir les choses. Mais côté commercial, tu vois, et il m'a même, si tu veux savoir, on sort chouïa de l'IA, mais je pense que ça va t'intéresser. Bien sûr. Basile, je l'ai jamais entendu passer un call. Je l'ai jamais vu en rendez-vous commercial. Et pour autant, je sais que c'est le meilleur dans son domaine. Pourquoi ? Parce que ce qu'il m'a donné, c'est d'une pureté et d'une qualité que je n'ai jamais vue. Et l'exigence qu'il s'impose fait que les gars comme moi qui bossent pour lui s'imposent cette exigence-là. Tu sais, aujourd'hui, il y a la culture de l'idée par l'exemple. C'est vrai. Tu vois, moi, j'essaye de montrer que je sais toujours faire des appels, etc. Mais pour moi, la méta du dessus, quand tu viens coacher des black belts, des ceintures noires dans leur domaine, t'as pas besoin de montrer que tu sais faire un call. Parce que quand tu leur donnes la quintessence de ce que tu fais, c'est à eux de saisir la chance qu'ils ont de travailler dans ce cadre-là. Est-ce que le coach de Usain Bolt court plus vite que lui ? Je pense pas. Tu vois ? Est-ce que notre ami, là, le nageur, là, le coach, est-ce que Philippe Lucas nage plus vite que Laure Manodou ? J'en suis pas sûr. Mais tu regardes la majorité des coachs et ensuite on fera un parallèle sur le sport. C'était la petite passe D. Ouais, mais exactement. Merci Zizou. Non, mais tu regardes la majorité des coachs. En fait, Bob Bowman, tu vois, qui est le coach de Léon Marchand.
ça a jamais été un grand nageur et il a entraîné Michael Phelps. C'est un psychopathe par contre. C'est un psychopathe, mais parce qu'en fait, il a une. C'est Bob Bowman. Hein. Ouais, Bob Bowman. Et tu regardes Patrick Mouratoglou. Moi, je lis le livre de Patrick Mouratoglou. Ok, j'adore. Tennis et tout. Ouais, Patrick Mouratoglou qui est pour moi l'archétype de. Mais lui, c'est un peu une star en ce moment, non? Mais c'est une star parce qu'en fait, le mec a compris qu'en fait, par le biais de la confiance en soi, et on va faire le parallèle avec le métier de sales, mais le fait d'avoir confiance en soi et d'être persuadé qu'en fait ce qu'on va faire ça va marcher, la réalisation toujours, et de faire prendre conscience à ces athlètes en fait qui sont en capacité technique de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire. Quand il a récupéré Serena Williams, en gros Serena Williams, je crois qu'elle perdait. Elle était au bout. Elle a toujours été entraînée par son père, avec sa sœur, etc. T'as vu le film? Non, j'ai pas vu le film, mais du coup, il faut que je le regarde avec Will Smith. Exceptionnel. Je sais plus, je crois que c'est Sir Williams qui s'appelle. C'est la méthode Williams. Ouais, la méthode Williams. Exactement. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as raison. Mais du coup, elle était, je crois que c'était début des années 2010. Elle gagne plus un grand chelem, etc. Et en gros, elle est, je crois qu'il est à Roland Garros, etc. Et en gros, il la voit à un entraînement parce qu'il avait un de ses joueurs qui faisait Roland. Et du coup, Serena Williams rate pas mal de coups, etc. Et il lui donne un ou deux conseils. Et elle s'en sert, etc. Et je crois qu'elle se fait sortir au 2e ou 3e tour. Et elle l'appelle pour Wimbledon. Elle lui dit « Ok, je veux que ce soit toi qui m'entraîne pour Wimbledon. » Sauf que derrière, lui, ce que dit Patrick Mouratoglou, il dit « Ok, très bien. Par contre, c'est toi qui parles à ton père. Parce que ton père, il t'entraîne depuis 30 ans. Et en fait, le père de Serena Williams, il est quand même hyper imposant, etc. Et elle lui dit à Wimbledon « Ok, très bien. C'est bon, je lui ai parlé. Je lui ai dit que c'était toi qui allais me coacher sur Wimbledon. » Sauf que derrière, elle ne lui avait pas dit. Et du coup, lui, avec sa confiance en soi et sur le fait de pouvoir amener à Serena le fait de pouvoir gagner Wimbledon, en fait, il allait face au père de Serena Williams. Il lui dit « Écoute, tu vas me la laisser. » Elle a choisi que ce soit moi qui la coach. Tu me laisses faire. Et ensuite, on voit si ma méthode marche. Elle a gagné Wimbledon. Ensuite, derrière, il s'est accroché quand même. J'ai parlé des détails, mais il s'est pas mal accroché avec le père Williams. Mais du coup, derrière, il a amené cette confiance, en fait, et l'aspect aussi technique. Mais en gros, il lui a redonné confiance en son tennis. Et en fait, derrière, tu vois, quand t'as des sales qui sont, je fais le parallèle, en sous-performance, bah, en fait, derrière, tu vas pouvoir leur ramener ces clés. Tu parles de l'importance du manager. Mais exactement. Tout simplement. Et toi, t'as été head of sales. Moi, j'ai jamais managé parce que je pense que j'ai pas. C'est pas ton truc. Ouais, c'est pas forcément mon truc. J'adore coacher. J'ai coaché une équipe de rugby, des jeunes, etc. J'adore transmettre. Mais en fait, entre transmettre et manager, je pense qu'il y a un monde. Et c'est plus la partie état d'âme des gens qui, pour moi, ne m'intéresse pas. Et du coup, ouais, sur le management, toi, en tant qu'head of sales, toi, comment tu manageais tes équipes, tu vois? Comment tu faisais en sorte, tu vois, on parlait de sous-performance, mais comment, tu vois, un de tes sales, il est en sous-performance, comment, par le biais, tu vois, de l'éducation et de permettre, tu vois, à ce sales-là d'aller vers des niveaux de performance, tu vois, qui sont aux attentes, comment tu gérais cette partie-là, qui est pas forcément évidente? Moi, j'ai une croyance très forte, c'est que les équipes ressemblent à leur manager. Et donc, ça marche dès le recrutement. Ok. J'ai eu la chance dans ma dernière expérience d'avoir William comme dirigeant. Ok. Il était clairement au recrutement. Rappelle-moi, t'étais chez qui déjà? J'étais chez Savour. C'était une start-up dans la food tech. Très belle start-up d'ailleurs. Ouais, qui flambe et qui marche super bien. Et en fait, Head of Sales, c'est même un gros mot dans la boîte parce qu'en fait, je les ai simplement recrutés, formés et derrière tout roulé. Mais parce qu'on avait fait un travail énorme au préalable dans le recrutement. Okay. Et la réalité, c'est que c'était l'onboarding qui faisait la clé des sales. Nous, on se cassait la tête les 2 premières semaines à pitcher avec eux, à passer des calls avec eux. On était dans la pièce. Parfois, je prenais le téléphone à la suite d'un call. Je prends l'exemple d'un des commerciaux. Je prends l'exemple d'un des commerciaux que j'avais, Vincent. J'avais misé sur ce gars-là. À l'entretien, il m'avait tapé dans l'œil. Je me suis dit, lui, c'est un tueur marseillais. Il avait la tchatch, il avait la dalle, tu vois. Et je sentais sa grinta. La première semaine, elle était compliquée alors que l'autre qu'on avait recruté en même temps, sur lequel on n'aurait peut-être pas misé autant, commençait déjà à signer. Et Vincent, il était plein de doutes, il avait des difficultés. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris dans une pièce toute la 2e semaine et j'ai appelé avec lui. J'ai signé les deals avec lui et il a vu que c'était possible et que c'était pas quelque chose de magique, d'insurmontable non plus. Je crois beaucoup à la théorie par l'exemple. Je crois beaucoup au lead par l'exemple. Pour moi, si tu es sales manager aujourd'hui, tu dois être capable de monter sur un call avec tes équipes. Donc moi, j'ai été ce manager-là. J'étais proche de mes équipes. Moi, j'aime créer un lien affectif.
Et en fait, derrière, il y avait plus de lien de subordination, si tu veux tout savoir. C'est que moi, t'as pas joué des tours d'ailleurs. Enfin, tu sais, souvent quand tu mets peut-être trop d'affect, tu vois, t'as deux types de managers. T'as les managers qui vont mettre trop d'affect et du coup, tu vois, qui sont plus impartials envers les personnes. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre quand tu rentres dans une entreprise, c'est que le premier but, c'est lucratif et c'est économique. Le but, c'est la rentabilité et le profit. Et à partir du moment où on est tous là pour ça, moi, mes commerciaux, quand on les a recrutés, ils avaient envie de gagner de l'argent. Et ils savaient qu'ils étaient là pour ça. Si t'es commercial et que t'as pas envie de gagner de l'argent... Ouais, mais la réalité, c'est que si tu viens et que tu sais qu'on a un but commun, on va dans la même direction et on est capable de se dire les choses. Et c'est ça aussi la réalité d'une bonne boîte. Mais parce que moi, j'avais un dirigeant qui était capable de m'engueuler fort et d'accepter aussi ma critique devant tout le monde. Ok. Le soir, petit WhatsApp. Écoute frérot, là, j'ai peut-être abusé. Moi, je lui disais, écoute, j'ai peut-être été trop loin sur ce truc-là. Et en fait, on est jeune, on apprend, on grandit. Mais la réalité, c'est que le lendemain, on était sur le pont à 8 heures. Parce que tu as cet échange, tu vois, au préalable. Mais imagine, tu prends un tampon par ton manager, on en a tous pris. Bien sûr. C'est la vie d'une entreprise. Moi, j'ai eu des managers pourris. Ouais. Tu vois. Mais du coup, tu vois, d'avoir cette intelligence de la part de ton boss, de te dire, ok, j'ai peut-être été un peu trop loin. Écoute, je veux savoir comment toi, psychologiquement, tu l'as pris en fait, sur le moment. Il faut poser des questions. Et c'est ça. Et en fait, juste humainement, de dire, ok, moi, j'ai un doute. Bah en fait, j'ai envie d'échanger. Ouais. J'ai un de mes anciens managers qui me disait, en fait, tu as souvent à l'écrit, tu veux faire passer des messages à l'écrit et des fois, ils sont pas perçus. Tu vois, faut faire attention aussi. Comme tu aimerais qu'ils soient perçus. Vrai, pas de mettre un tampon à l'écrit, mais quand tu sens des fois qu'on se comprend pas, moi, il m'a toujours dit, tu passes par l'oral. Si à un moment, tu te comprends pas, même 2-3 minutes dans une salle, ok, moi, c'est vrai, j'ai envie de te faire passer ce message. Ensuite, tu as le retour de la personne, comment elle perçoit. Et ensuite, tu échanges, mais tu dialogues. Mais il faut aussi pas tout confondre et pas aller souvent à chaud. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'approche la trentaine et je me rends compte aussi d'une chose, c'est que j'ai toujours été impulsif, moi. Et c'était un gros trait de caractère dans ma vie. Je l'ai aussi. Et ça m'a plus souvent joué des tours que le contraire. Surtout quand tu es manager, que tu as de la responsabilité et qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Il faut faire attention et je ne négligerai jamais une bonne nuit de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'une bonne nuit de sommeil, ça te permet de reposer tes nerfs et de te détendre. Moi, je marche à l'affect. Je suis un mec impulsif. Je célèbre mes victoires, je chante mes victoires et je pleure mes défaites. Mais la réalité, c'est qu'il faut être capable d'être très stable émotionnellement. Ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais sales, c'est sa capacité à garder le sang-froid dans les moments chauds. C'est ce qui fait aussi la différence entre un bon et un mauvais athlète. Quand il y a 1-1 ou 0-0 et qu'on approche la 90e minute, celui qui est capable de garder la lucidité. Tête froide. Exactement. D'avoir le sang-froid. Et ça, c'est une qualité de commercial. Aujourd'hui, si tu n'as pas ces qualités-là, cherche à t'en rapprocher. Comment ? En regardant les personnes qui le font, par mimétisme. Je vais te raconter une histoire qui est dingue. J'avais un manager qui était un directeur régional quand je travaillais en cabinet de recrutement. Okay. Je peux le citer, il s'appelle Nance Manzon. C'est lui qui m'a recruté. Il est venu me chercher dans un petit cabinet et il m'a dit, viens rejoindre la grosse structure qui est Hayes. Donc, gros cabinet anglo-saxon, costard cravate, tu tapes la cloche quand tu as fait un deal, tout le monde t'applaudit. Culture anglo-saxonne. D'accord. Ça fait 2 semaines que je suis là-bas, je suis alternant. Je suis le petit alternant à qui on vient de donner le BTP et j'ai un rendez-vous au fin fond de la Haute-Savoie. On me laisse la voiture du boulot pour y aller. Moi, j'étais trop content. Ah bah, bien sûr. Et tu as le directeur régional qui a poussé pour que je vienne, qui me dit, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur ce rendez-vous-là ? Ce mec a 5 ans de vie. Il habite dans le sud de la France, il a ses enfants, il gère les bureaux de Grenoble, de Lyon, de Dijon. C'est une bête, c'est une machine. Dévoué à la boîte. Et c'est un monstre de commerce. Okay. Il vient avec moi sur un déplacement client. Il connaît pas le BTP. Je suis censé être un expert beaucoup plus que lui. J'ai pris une masterclass parce que mon manager, N+3, a pris sa cravate, a pris son costard, a pris son ego et est venu avec moi et m'a montré comment ça marchait. Comment on faisait une phase de découverte, comment on posait des questions, comment on serrait la main au prospect, comment on vendait et on pitchait notre boîte. Et je me suis dit, mais ce mec a une humilité de malade. Et surtout, il est venu me montrer l'exemple. Je ne peux pas, moi, demain, dire que c'est impossible. Il l'a fait. Il a 2 bras, 2 jambes, comme moi. Donc, ce mec-là m'a montré que c'était possible. Nance est un malade de travail et m'a montré aussi que c'est dans le volume que tu trouves l'excellence. C'est la loi des grands nombres. Plus t'en fais. Mais dans l'itération. Dans l'itération. Pas dans la répétition bête et méchante. Ça, je l'avais déjà expliqué.
Mais ouais, non, c'était exceptionnel. Aze, c'est une super école. Parce qu'en fait, chaque mois, ton compteur, il était remis à zéro. Et tu étais attendu sur des standards de productivité. Soit tu avais vendu pour 14 000 et tu étais dans la moyenne, soit tu étais en bas, soit tu étais en haut. Et il y avait chaque semaine des tableaux, des dashboards qui sortaient. Et selon ta catégorie, moi j'étais consultant dans le BTP, bah, tu étais plus ou moins classé parmi tous les consultants de France. Et moi, la première année où je suis alternant, je finis meilleur alternant de France chez Aze. Magnifique. Exceptionnel, mais parce que j'ai eu des managers comme Nance, comme Nicolas Novellino, qui ont cru en moi et qui m'ont poussé à aller chercher des scores de malade. J'étais alternant, la semaine où j'étais à l'école, je faisais des deals. J'appelais entre deux cours. Ça, tu sens que c'est la classique à chaque fois. Mais c'est la passion. Ouais, parce qu'ils t'ont donné mais 100%. leur confiance. Et c'est là où j'ai d'ailleurs découvert ce qui était vraiment le métier de sales. Parce qu'en fait, j'avais un fixe à 2000 €, 1800 €. Ouais. Et qu'en fait, j'ai fait mes premiers mois à 3 000 à 4 000 €. Il y a eu des challenges. Je peux te parler de ça qui est assez incroyable. Il y a eu un challenge pour Noël. Ils le font tous les ans. Je ne sais plus si c'est encore le cas. Il y avait un challenge à Noël qui était un challenge Apple. Et au plus on vendait un produit qui était un produit complémentaire de ce qu'on faisait, au plus tu débloquais des paliers. Et en fait, le premier palier, c'était un bon d'achat à la Fnac. Le deuxième palier, c'était des AirPods. Le troisième, un iPad, puis un iPhone. Et mon manager est venu me challenger en me disant, il n'y a jamais un alternant qui a débloqué le palier 4. Il savait pourquoi il te le disait. Il est venu me chercher très fort dans l'ego, dans l'orgueil. Là, il est venu. Écoute-moi bien, je te jure, l'anecdote est vraie. J'ai atteint les paliers et j'allais à la salle de sport avec ce manager-là. Et le jour où on a récupéré les lots en janvier, 3 semaines plus tard, il a insisté pour venir chez moi devant mon père pour lui dire regardez, le jeune, il a gagné la tablette, l'iPhone, les AirPods et bon d'achat, vous pouvez être fier de votre fils. » Magnifique. Et ce manager-là est venu après la séance de sport. Ça, c'est beau. Hein. Dans la boutique de mon père, on a regardé le match de Ligue des Champions ensemble. Et mon père se souviendra tous les jours qu'il y a un directeur qui est venu dire votre fils, il est pas mauvais. Et la fierté de ton papa, mais qui fait ça Qui fait ça en 2025 Personne. Nance, comme je l'ai eu comme manager, m'a inspiré. Aujourd'hui, je sales parce que ce mec-là m'a mis quelque chose dans l'oreille. Et il le sait même pas. Hein, tout ce que je te dis là. C'est pour ça que tu as été manager derrière, tu vois, ça explique beaucoup de choses. Tu vois, quand tu as été head of sales, je pense que du coup, tu as dû avoir cette proximité aussi avec les plus juniors ou pas, mais derrière. Mais même moi, j'étais jeune. Ouais, ou même les faire monter en compétences, tu vois, derrière. Et tu as eu cette envie de dire, OK, et toi, je sens le potentiel. Tu vois, par exemple, celui que tu as Vincent, recruté. Mais aujourd'hui, Vincent, il fait petite anecdote. Les gens qu'on a formés et recrutés à l'époque chez Savour, moi, je n'y suis plus aujourd'hui. J'interviens de manière partielle. Quand on a besoin de moi pour venir former, mettre un coup de boost, je viens avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, ceux qu'on a recrutés avec William, avec Rudy, avec JB, qui sont les gars qui étaient là au début, moi, je me suis greffé juste après. Ceux qu'on a recrutés sont aujourd'hui les têtes pensantes de la boîte. Je pense à Félix, qui est aujourd'hui le head of UK. Je pense à Vincent, qui gère son périmètre. Je pense à des Léo. C'est des mecs qu'on a recrutés, mais qui étaient tellement bons en fait, j'étais pas head of sales. J'ai juste eu à les former, à les mettre sur les bons rails et en fait à venir en appui. Tu vois ? Et encore aujourd'hui, j'échange avec certains. Alors qu'ils managent eux-mêmes aujourd'hui les gars. C'est-à-dire que les gars que j'ai formés il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, aujourd'hui sont des VP dans une boîte qui fait 4-5 millions d'euros. Mais parce que tu as su, toi, tu vois, aussi prendre des expériences que tu as vécues et aussi te les transmettre. Et tu vois, c'est par ta compétence qui en sont arrivés jusque-là. Je pense que. Et c'est de l'humain, mec. On leur pose. C'est de l'humain. C'est de l'humain, bien sûr. C'est à 3000. Mais à 90%, c'est de l'humain. Et ensuite, les 10%, ça reste de la technique, etc. Tout ce qu'on veut. Mais en fait, et on en revient toujours à ce rapport et notre métier, ce qu'on fait en tant que c'est ce rapport humain, ce rapport aux gens. Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu as envie de faire, et c'est ça qui est magnifique dans notre métier et qu'on aime profondément. Parce qu'in fine, on aime profondément les gens, que ce soit des prospects, des clients ou des gens avec qui on travaille. Mais faut aimer les gens, hein. Bien sûr. Sinon, t'es pas à la bonne porte. Là, c'est très très compliqué. Hein. Là, c'est pareil, les gens aigris n'ont pas leur place dans le sales. Non. Je dis pas qu'il faut être extraverti. Je dis juste qu'il faut pas être aigri. Il faut aimer avoir des conversations. Il faut aimer s'intéresser aux autres. Il faut aimer comprendre aussi les contextes des gens. Je parle pas d'être une fouine. Je parle pas d'être dans les ragots. Je te dis simplement, comprends le contexte de ton prospect. Avec qui il évolue? À qui il rend des comptes? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de signer avec lui? À quel point le processus de vente est long? C'est ça aujourd'hui, mapper et donc mettre sur une carte un territoire. C'est comprendre comment un compte va fonctionner. Est-ce que j'ai un décisionnaire? Est-ce que j'ai un opérationnel? Est-ce que j'ai un décisif? Est-ce que j'ai un champion, un sponsor? À quel point aujourd'hui je connais
le compte que j'attaque. Et une très bonne connaissance d'un compte vous rattrapera parfois des skills un peu moyens de sales. C'est ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous connaissez les gens, que vous savez que lui, il mange avec Gertrude, qu'il a déjà travaillé avec Michel, bah vous enlevez cette fameuse barrière de la prospection et de la personne qui appelle au hasard. Mais c'est ça. Parce que vous avez des insights de l'entreprise et que vous montrez que vous avez travaillé. Quelqu'un qui a fait ses devoirs et qui a bossé sera toujours récompensé. Et on en revient toujours à cet aspect de préparation. Le travail. En fait, préparation. Toi, tu prépares ton Aerox. Ah, mais c'est ça, exactement. Voilà. En fait, si tu le prépares pas, t'as un athlète, un des champions du monde d'Aerox qui s'appelle Anand Kao. Il a dit, tu vois, t'as des stations à l'Aerox. Mais en fait, si tu prépares pas des stations, c'est comme partir à la guerre avec une arbalète. En fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre la guerre. Donc, en fait, c'est arriver avec des armes, te préparer. Et en fait, derrière, si tu arrives préparé, en fait, pour moi, il peut rien t'arriver. Du moment que tu arrives et tu as une structure, tu as une préparation, tu sais pourquoi. Moi, mon ancien manager, un autre ancien manager, qui m'avait dit, pose-toi toujours la question, pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu fais telle ou telle action? En fait, c'est ça. Tu vas pas, si tu arrives, tu as des œillères et tu fonces de but en blanc comme ça sur quelque chose que tu n'as pas réfléchi, que tu n'as pas préparé, en fait, qu'est-ce que tu espères derrière? Rien. Tu vas rien espérer, tu vas rien pouvoir en tirer. Et justement, c'est la préparation qui fait l'exécution et qui fait le résultat. La préparation génère de l'inconfort parce qu'on s'entraîne quotidiennement, parce qu'on se dépasse, parce qu'on se confronte à des charges, à des contraintes, à des frictions. Mais c'est cette préparation qui nous permettra d'être dans le confort le jour de la prestation. Donc le passage par l'inconfort quand on est sales, quand on est athlète, est nécessaire pour avoir derrière un confort. Très souvent, on me posait la question, est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est l'inné? Est-ce que c'est l'acquis? La réalité, c'est que le travail te permet de t'amuser dans un cadre précis. Et il ne faut pas prendre le cadre comme une contrainte. Non, il faut savoir en sortir de temps en temps. Exactement. Mais la réalité, c'est que le cadre aujourd'hui est un espace d'expression et qu'il faut savoir s'amuser dans ce cadre d'expression. Il y a une image que j'adore, c'est aujourd'hui, les commerciaux oublient de cadrer leurs rendez-vous et de poser les limites, d'expliquer de quoi on va parler. Mais la réalité, c'est que si vous demandez à un enfant de 4 ans, sur une table comme celle-ci, vous lui mettez une feuille A4 et vous lui demandez de dessiner, et ben l'enfant, il va sortir de la feuille et il va dessiner sur la table. On a tous déjà vu ça. Mais pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'en fait, les limites et le cadre de la feuille A4 n'étaient pas suffisamment clairs. Et donc, il s'est permis de déborder. Tout comme votre prospect va déborder. Alors que cet enfant, si on lui met un tableau très très fort avec des cadres épais et puissants, il va se confronter au cadre et il va revenir dedans. Et il va apprendre à dessiner dans le tableau et dans le cadre. C'est la même chose avec vos prospects. Imposez un cadre qui soit suffisamment grand pour être un espace d'expression, mais dans lequel vous pouvez toujours ramener le prospect. Exactement. L'importance de cadrer un rendez-vous. De toute façon, si tu cadres pas, en fait, ton prospect, tu vois, il va se permettre des largesses, tu vois, qui seraient pas permis. Il y en a qui parlent. Hein. En fait, à partir du moment où tu en as beaucoup, tu vois, qui vont prendre la parole, parler, et des fois pour rien dire. Et en fait, toi, t'es là, ah, c'est mon prospect, je peux pas le couper. Ouais. Bah si, en fait, si t'avais posé ton cadre... C'est quoi ton pire rendez-vous? Moi, mon pire rendez-vous. Ça, c'est énorme, ça. Ouais. Ça, on demande jamais aux gens. Attends, mon pire rendez-vous... Attends, faut que j'aille chercher loin, mais... Je vais te donner une anecdote le temps que tu cherches. Ouais. Mon pire rendez-vous, c'est un prospect qui m'a viré à coup de pied aux fesses de sa boîte. Ah ouais, quand même. J'avais contractualisé avec lui, okay. Donc on s'était entendu sur un prix et malheureusement la solution ne s'appliquait pas à son domaine. Sauf qu'il l'avait utilisé déjà, etc. Et donc derrière, il voulait rien savoir, il voulait pas payer, etc. Et moi j'avais 21 ans, Je me suis retrouvé face à un dirigeant d'une boîte de BTP menuiserie charpente de Haute-Savoie, donc vraiment le gars gaillard. Je me suis fait insulter de tous les noms. Il m'a dégagé de son atelier, il m'a dit je ne veux plus entendre parler de vous, etc. Et en fait, j'ai compris une autre facette du métier à ce moment-là. C'est très bien de vendre, c'est très bien de délivrer, encore faut-il être capable d'encaisser l'argent. Parce que tu te retrouves face parfois à des mauvais payeurs, à des gens qui ne veulent pas. Et moi, 21 ans, petit jeune, avec son costume, sa valise et ma 208. Lui, t'as vu arriver à 3 km, il a dû se dire, lui, il est pour moi. Il va me fournir la prestation et je vais rien lui payer. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, ça te forge aussi, tu vois, ces épisodes-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec l'argent. On peut aborder ça aussi, si tu veux. Les gens aujourd'hui on est là pour ça. Ne réalisent pas que l'argent, c'est un sujet comme les autres. Et il faut l'aborder avec le prospect. Quand je coach aujourd'hui, la plupart de mes coachés ont du mal au moment d'annoncer le prix. Et quand j'analyse leur cycle de vente, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les propals, ils envoient les propositions par mail
et il laisse maturer. Non, défends ta proposition devant ton prospect. Cherche à comprendre ce qu'il en pense. Est-ce que pour lui, c'est trop cher? Est-ce qu'il n'a pas perçu la valeur? Mais n'ayez pas honte d'annoncer vos prix. C'est hyper important. Il faut assumer votre prix parce que c'est ce qui vous définit. Exactement. C'est la prestation versus le prix qu'elle coûte. Et puis t'annonces ton prix et tu te tais. Exactement. Tu te tais. Le silence. Et surtout, oui, du coup, c'est 10 000 euros. Alors en fait, 10 000 euros, pourquoi? Alors les 2 000 premiers euros, c'est ça. Non, tu annonces ton prix, tu te tais, t'attends de voir la réaction de ton prospect. Tu regardes ce qui se passe. Et de toute façon, tu connais le dicton, hein, le premier qui parle a perdu. Hein. Mais tu sais que c'est une des premières vidéos que j'avais faites. C'est vrai? Ouais, je te jure. Genre, j'avais dit, c'est trop cher, ça coûte combien? Silence hyper mal monté. Et j'avais dit, le premier qui parle a perdu. Mais c'est ça. Et je tournais des vidéos dans mon appart parisien pourri. Mais non, mais c'est très vrai. Le rapport au silence, c'est important dans la vente parce qu'un silence vaut parfois 1000 mots. Ah, mais exactement. Et la gestion du silence, c'est aussi quelque chose d'important. J'ai tellement du mal avec ça. Ouais, mais ça s'acquiert, je trouve. Ouais. Mais au début, tu vois, non, c'est dur. Junior, mais tu sais, c'est comme quand tu veux séduire une femme ou un homme, peu importe. T'as des fois ce problème de la gestion des blancs qui va venir gêner tout le monde, etc. La réalité, c'est que le blanc, aujourd'hui, il peut t'amener quelque chose. Il peut emmener l'autre à dire le fond de sa pensée. Il faut aussi parfois des moments de silence pour laisser maturer une réflexion. Parce que quelqu'un qui sort quelque chose de débité, c'est quelque chose de préparé. Et donc, j'allais dire, pas sincère. Laissez le temps au silence. Ok, qu'est-ce que t'en penses? Prends 30 secondes pour y réfléchir. Et surtout, tu vois, encaisser aussi, de laisser à la personne encaisser ce qu'on a dit. Parce qu'en fait, tu vas te dire quelque chose, soit... Digérer l'info. Ouais, digérer l'info. Et en fait, prends le temps. Et en fait, ça va aussi montrer une certaine posture, tu vois. Et derrière, ton prospect, il va se dire, ok, il est posé, il est carré. Donc en fait, si je pars avec lui, je vais avoir, tu vois, la certitude qu'en fait, derrière, le projet va être cadré, ça va être carré, et qu'en fait, on va pouvoir avancer. Et quand vous êtes commercial et que vous annoncez le prix, n'ayez pas les dents qui rayent le parquet. Pourquoi? Parce que les dents qui rayent le parquet... Ça se voit à 10 000. Ça s'entend, les dents qui rayent le parquet. Et la réalité, c'est qu'en fait, le prospect, il va sentir une espèce de pression sur lui. La réalité, c'est que vous devez avoir une posture toujours ultra premium. Oui, vous avez envie de vendre, mais la réalité, c'est que vous ne devez absolument pas montrer cette dépendance vis-à-vis du client. Vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de premium, vous êtes là pour répondre à son problème et que c'est autant une chance pour lui que pour vous de collaborer ensemble. C'est pour ça que j'adore le mot partenaire. Mais bien sûr. J'ai horreur du mot client. Je parle très souvent du mot partenaire. Parce qu'en fait, on va vers un but commun. Et si je peux t'y aider, alors on est des partenaires. En revanche, si on fait une transaction, je te vends une baguette à la boulangerie, oui, t'es mon client. Bien sûr. Mais parce qu'il n'y a pas cet échange de valeur. Tout le monde nous parle du mot valeur aujourd'hui sur LinkedIn. Arrêtez avec ce mot-là. Arrêtez avec vos lead magnets à 2 balles où il n'y a aucune valeur. Travaillez-les. Travaillez la vraie valeur. La vraie valeur, c'est celle que vous donnez à vos prospects. Moi, j'explique tout le temps. Si aujourd'hui, vous voulez faire... Je vais compléter après. Vas-y. Si aujourd'hui, vous voulez faire rendez-vous 1, rendez-vous 2, closing, mais donnez un motif à votre prospect de venir en rendez-vous 2, de venir en closing. Et ça passe par une démo, un audit de qualité. Mais il faut travailler. Vous ne pouvez pas avoir le hack ultime qui va vous donner le parfait process de vente. Non, mais ça n'existe pas. Mais surtout, vous devez justifier chaque étape du process de vente. Aujourd'hui, quand la personne, depuis le cold call, elle vient en rendez-vous 1, c'est parce que vous l'avez suffisamment teasé et que vous avez attisé sa curiosité. Le R1, c'est une vente. Vous vendez le R2. Le R2, c'est une vente. Vous vendez votre closing. Et en fait, il faut prendre chaque élément comme une vente cruciale et pas comme un simple maillon de la chaîne qui vient s'imbriquer ou un élément qu'on peut négliger. On ne doit négliger aucune étape du process de vente. Exactement. Et surtout, moi, je pars du principe, je rebondis sur LinkedIn, les lead magnets, etc. Ouais. Moi, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en termes de valeur au moment où j'étais sales junior, SDR, voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé en termes de publication, pouvoir lire et ce qui allait m'apporter à minima un peu de tips. Ouais. Et du coup, moi, je pars de mes expériences vécues, ce que j'ai vécu, je le raconte à ma manière. Et ensuite, tu vois, derrière, c'est toujours penser, ok, qu'est-ce que t'aimerais avoir ? Tu vois, toi, si t'étais à la place des gens qui te lisent, qu'est-ce que tu voudrais en termes de contenu, en termes de valeur, tu vois. C'est intéressant, c'est peut-être que le mot peut-être que le mot valeur est galvaudé, peut-être que je l'utilise à tort ou à travers, mais je trouve que moi, la manière que j'ai de réfléchir, c'est vraiment de dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux peu de gens qui vont me lire
aux gens, tu vois, qui vont voir apparaître. Sous-estime pas, hein, parce que il y a plein de gens qui like pas, qui commentent pas, mais qui te regardent. Hein. Mais exactement. Donc, et du coup, moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, en le faisant plus ou moins bien, tu vois, mais c'est pas important. Non, mais c'est pas grave. Et surtout, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, le contenu que je produis, souvent les gens me disent que j'ai un peu un contenu décalé. Parce que je mets des photos de vacances, parce que je mets des photos, je sais pas si tu as vu récemment, j'ai mis une vidéo avec le commentateur sportif. Ah mais bien sûr, Patrick Montel. Patrick Montel, je sais pas si tu as vu. Alors peut-être. Ouais, alors peut-être. Floria Gay. Non mais en fait, j'aime dire que mon contenu me ressemble et que j'aimerais consommer mon contenu. Pas par narcissisme, mais simplement, d'ailleurs je peux pas m'écouter, si tu veux tout savoir. Ouais. Une fois que c'est posté, je regarde plus. Mais la réalité, c'est que je me dis, est-ce que j'aurais été friand de ce genre de contenu ? Et j'aimerais devenir le créateur que le jeune sales que j'étais il y a 10 ans aurait aimé consommer, aurait aimé avoir. Et pas que sales. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est là pour parler commercial, mais moi, ma mission, je la veux beaucoup plus grande. Et c'est dire comment les qualités d'un commercial peuvent changer la vie de monsieur, madame, tout le monde. Je suis convaincu que demain, une femme de ménage, un ouvrier, un employé de banque, s'il regarde nos vidéos et qu'il prend des tips commerciaux, sa vie, elle peut changer. Il peut aller négocier son salaire. Il peut mieux s'entendre avec ses enfants. Si tu apprends l'art de poser les bonnes questions, tu as une meilleure communication avec tes proches. Et donc, tu en développes des skills qui vont t'aider dans tous les pans de ta vie. Donc oui, être commercial, c'est génial. Mais pour moi, c'est un super pouvoir que je veux rendre accessible au plus grand nombre. Si tu me parles de ma vision, c'est celle-ci. J'allais te poser la question, tu vois, plus pour reprendre un petit peu le fil avec les différentes digressions qu'on a eues. Mais en gros, toi, du coup, t'es head of sales et t'as cette envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, du coup, d'aider et d'accompagner les gens par du coaching et mettre en avant ton expertise commerciale. À quel moment t'as ce déclic où tu te dis, allez, c'est le bon moment, j'y vais, je me lance et je vis cette aventure. Je pense que quand on fait des grands choix de vie, le mot déclic, il n'existe pas. Je pense que c'est un processus de pensée. Je pense que c'est un processus de réflexion. Parce que quand on fait des grands choix, ce choix-là, il n'arrive pas du jour au lendemain et tu plaques pas ton CDI, tes 6-7 000 euros par mois, ta vie très tranquille du jour au lendemain. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'effleure. Il y a un client qui vient te dire « Ah, toi, tu devrais te lancer à ton compte. » Il y a les échanges avec tes proches. Il y a ta famille qui dit « Mais t'es complètement malade. T'as une situation en or. Pourquoi est-ce que tu veux tout lâcher ?» La réalité, c'est que moi, j'ai des proches qui ont cru en moi. Commencer par mes parents. Au début, ils comprenaient pas trop. Hein. Faire des vidéos sur Internet, coacher des gens dans les entreprises. Pourtant, eux sont entrepreneurs et... 100%. Mais mes parents, leur peur absolue, c'est que moi, je sois dans l'inconfort que eux vivent et ont vécu pendant des années. À savoir, si tu ne vas pas travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre. S'il n'y a pas d'argent, tu peux pas nourrir ta famille. Alors que pour eux, le salariat, c'est la sécurité. C'est de se garantir une certaine somme à la fin du mois. Et c'est un certain prestige de bosser dans des grandes boîtes, etc., etc. Sauf que moi, mes parents le savent, j'ai toujours été un peu le réfractaire. J'ai toujours été celui dans la famille qui veut être différent, etc., etc. Et mes parents m'ont toujours soutenu. Tu vois, j'ai fait des choix scolaires, j'ai fait des choix de vie, j'ai fait des choix d'entreprise qui m'appartiennent et qui ne sont pas ceux auxquels j'étais potentiellement prédestiné. Mais la réalité, c'est que il y a un 31 décembre où j'ai discuté avec mon boss et il m'a accordé ma rupture. Il m'a dit, vas-y, tente ta chance. Ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait. Je suis parti proprement. J'ai fait mes passations. J'ai laissé ma place propre. Toujours partir proprement. Et la réalité, c'est que j'ai mené beaucoup de chantiers en même temps. L'acquisition de ma résidence principale avec ma chérie. Tu lances ta boîte. C'est dur. Promets-moi, c'est compliqué. On s'en parlait en off. J'ai aucune honte. Janvier, février, quand je me lance, je fais 0. Ma mère me donne 3-4 billets. Pour aller faire les courses. Quand je remonte à Grenoble, je repars avec... C'est fort ce que tu racontes quand même, parce que ça se cache un peu sur les podcasts, mais... Non. Moi, ma mère me donne de l'argent en me disant, tiens, pour tes loisirs, pour emmener ta chérie au restaurant. Quand je rentre de Grenoble au sud, parce qu'on habite à Vitrolles dans le sud, ma mère m'a fait les courses. Et elle me charge la voiture de course parce que c'est 100-150 euros, c'est un caddie que tu vas économiser. Donc, mes parents ont été soutiens, mon frère a toujours été là, et ma chérie, qui m'accompagne aujourd'hui et qui me soutient et qui croit en moi tous les jours, il m'est arrivé d'arriver à Leclerc, vraie anecdote, et ma CB, elle passait pas. Et donc, quand tu as cet orgueil d'homme de te dire, ok,
Tata CB, ouais. J'ai jamais été en galère de thunes. Je dis pas ça, et je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, parce que la réalité, c'est que mes parents m'ont toujours accompagné. Mais je dis juste que je suis arrivé au mois de mars et je me suis posé la question. Ça fait 2 mois que tu es dans ton salon, tu traînes, tu regardes Netflix, tu publies 2 vidéos sur Internet que personne ne regarde, tu n'as pas de clients. Quand est-ce que tu arrêtes ton cirque? Et un soir, j'étais en larmes et je me souviens, je dis à Emma, je vais arrêter, je vais rappeler mon ancien boss. Et quitte à pas être head of sales, j'étais prêt à repartir commercial, mais à retrouver mes 3, 4, 5 000 euros parce qu'on a une maison qu'on rembourse, j'avais un style de vie aussi. T'as tout ça que tu veux retrouver. Et en fait, ma copine me dit, Jed, non, force encore ce mois de mars. La chance, le mektoub, le destin, ce que vous voulez. Il n'y a jamais de chance. Il y a quelqu'un qui like un de mes posts LinkedIn et c'était un pimpin, c'est-à-dire que c'était un touriste. Et ce mec-là voulait un accompagnement sur du commercial et du marketing, gérer les réseaux sociaux. Mais j'avais tellement la dalle que je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais gérer tes réseaux sociaux. Résultat, j'ai fait que 2 sessions avec ce gars-là. J'ai encaissé 200 euros. Donc au mois de mars, j'ai fait 200 euros. Mais ces 200 euros-là m'ont montré que j'étais capable de générer de l'argent. Et derrière, j'ai décuplé mes efforts, j'ai été de partout, j'ai recontacté des boîtes qui me connaissaient et j'ai eu mes premières missions en temps partagé. D'accord. Et donc, j'ai été sales coach 2 à 3 jours dans une boîte qui avait vu les résultats que j'avais eus dans la boîte précédente et qui m'a fait confiance et qui m'a donné à manger. Ça m'a permis de créer du contenu, de partager ce que je faisais. Ensuite, il y a Skelesia qui est arrivé, Basile, Augustin, des super rencontres. Ça s'est enchaîné. Et derrière, je fais mon bout de chemin. J'ai rencontré des gens exceptionnels sur mon parcours, comme Enzo. Enzo, il m'a montré. Enzo, c'est quand même le numéro 1 dans le game. Enzo, Shannon, c'est des gens qui pèsent. Et la réalité, c'est qu'ils m'ont accordé du temps. C'est vrai que tu les connais très bien en plus. Très bien. Je dis pas que c'est des amis. C'est des gens qui en tout cas font partie de ton parcours. Exactement. Et je vais même aller plus loin. Shannon, c'est une personne qui accepte pendant 1 heure, 1 heure et demie d'échanger au téléphone avec moi et de me donner des conseils. Enzo, quand on enregistre un podcast, on prend 1 heure avant pour me parler de ma situation, me donner des conseils, me dire évite ça, fais plutôt ça. Et en fait, moi, je crois beaucoup. Je cherche pas une pseudo-validation. J'en ai rien à foutre. Eux, c'est pas mes parents, c'est pas le bon Dieu, j'en ai rien à faire. Mais la réalité, c'est que je respecte le parcours et la réussite des gens. Et donc, inspire-toi-en. Et si une discussion d'1 heure ensemble peut me faire gagner 6 mois, bah oui, je vais la faire. Bien sûr. Et j'ai l'humilité de me dire, je vais apprendre de chaque personne. Et on apprend de chaque personne tous les jours, tout le temps. 100%. En fait, à partir du moment où tu penses qu'en fait, t'es bloqué, tu t'apprendras plus. En fait, c'est là que t'as perdu et que tu régresses et que tu vas pas de l'avant et que tu perds en fait cette dynamique-là. Il faut toujours. Mais c'est philosophique un peu ce que tu dis. Bien sûr, il faut toujours avoir l'humilité d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours de tout le monde. Et en fait, il y a pas de sous-homme, sous-femme, sous-métier et de personnes qui ne peuvent pas m'apprendre parce que j'ai une pseudo-situation à un moment donné. Pas du tout. En fait, tu t'apprends de n'importe qui, n'importe quand. J'ai des exemples de malades dans l'épicerie de mon père. Il y a des mecs qui venaient, ils peuvent être considérés comme des déchets de l'humanité. C'est des mecs qui ont des gros problèmes d'alcool, qui viennent tous les jours acheter 6-7 cadettes d'Heineken, de 8-6, et qui, s'ils n'ont pas ça, ils tournent pas le matin. Mais ces mecs-là, j'ai essayé de les comprendre. J'ai échangé avec eux. J'ai compris leur parcours de vie. C'est des gens qui étaient des ingénieurs, qui étaient des commerciaux, qui étaient des avocats. Et en fait, parfois, ils me partagent des anecdotes de leur métier, des éléments de leur vie. Et ça me permet de comprendre leur contexte. Et donc, d'accroître le score de ma culture, de ma connaissance. Et moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. Et en fait, on a tous un score. Moi, je pars du principe que la quête principale dans ma vie, c'est d'être heureux. Tu vois ? Et ça, c'est la quête principale. Mais à côté de ça, il y a plein de quêtes secondaires. C'est ça. Réussir son mariage, avoir des enfants, être un entrepreneur. Et en fait, le score qu'on a de base, admettons qu'il soit à 60 sur 100, et bah, tous les jours, les gens qu'on rencontre, les expériences qu'on a nous permettent d'augmenter ce score. Et parfois, ce score, il redescend. Pourquoi ? Parce qu'on a des mésaventures, parce qu'on a des difficultés dans la vie, qu'à un moment, on se retrouve au chômage, qu'on tente tel projet, mais que ça ne marche pas. Mais la réalité, c'est de continuer sur ce chemin-là. Et moi, j'aime croire que la vie est un grand jeu vidéo. Certains disent que c'est même une simulation. Non, mais la vie est un jeu. Au global, c'est une prof d'espagnol qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, Raphaël, crois-moi, la vie est un jeu. Prends-la comme telle et amuse-toi. Ouais, et puis, sois heureux, j'aime beaucoup. Et puis, la vie est un film. À vous d'en être les acteurs. Parce que si vous ne faites que payer votre place au cinéma et regarder la vie des autres,
c'est très compliqué. Ouais. Moi, j'aime être acteur de ma propre vie. J'aime faire des choix. Et d'ailleurs, il y a des personnages de films qui ne font que des mauvais choix. Les fameux vilains, les fameux anti-héros. Tu vois, je l'ai pas encore fini, mais tu vois, il y a un livre qui est Vivre l'instant présent, Okay. le moment présent. Ouais. Et en fait, qui est un livre de spiritualité. Ouais, de dev perso. Ouais, dev perso, spiritualité au global. Et du coup, je lis ce livre-là et en fait, il t'apprend à vivre, tu vois, l'instant présent, mais de manière très, très spirituelle. Et en fait, te dire que tout ce qui est passé est passé. Mais en fait, le futur n'existe pas. En fait, tout ce que tu t'imagines n'existe pas. Ok. Ah, c'est intéressant. Et du toi, coup, t'es dans les délires un petit peu méditation, spiritualité ou pas non, du tout? méditation, pas du tout. Je suis quelqu'un d'hyper impatient. Je suis hyper pressé, pas du tout. Je suis très speed, du coup. Et j'ai une concentration de moineau, donc c'est rigolo. Ouais, non, je suis pas du tout là-dedans. Mais j'aime bien, en fait, aller me nourrir d'expériences, aller me nourrir d'autres choses, tu vois. D'autres environnements. Ouais, de dev perso, voir ce qui se raconte de personnes qui ont réussi et comment elles le racontent. Et au final. Toi, t'es un amoureux des biographies, toi. Pas de biographie, mais tu vois, un Patrick Mouratoglou, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais qui est pour moi le meilleur entraîneur de tennis, tu vois, au monde et qui permet, tu vois, derrière d'avoir de résultats et comment avoir confiance en soi aussi. Moi, je pense que j'ai manqué à un moment donné, tu vois, dans ma vie de confiance en moi. Et du coup, je cherche, tu vois, par le biais de personnes qui ont réussi, ok, comment elles ont passé ce gap-là. Ça s'appelle des mentors indirects. Ouais, exactement. Tu sais, les gens disent à chaque fois qui sont tes modèles, et très souvent les gens répondent mon père, ma mère, etc. Moi, tu vois, j'ai jamais eu de mentor. Tu vois, toi, t'en parlais dans un podcast où, tu vois, et même là, tu vois, tu parlais de tes deux managers qui t'ont accompagné. T'as aussi Basile qui est important pour toi dans ta vie, nouvelle vie d'entrepreneur. Mais du coup, c'est quoi un peu ton rapport au mentorat? Ouais, c'est intéressant. Vois, sur tout ça. Alors, sans parler de citer des noms, tu vois, mais je pense qu'on a plein de mentors dans notre vie et on ne sait pas forcément que c'est des mentors. Tu vois, moi, mes parents, c'est évident par rapport à tout ce que je t'ai dit et l'influence qu'ils ont eu sur moi. La famille, je le mets à part, tu vois. Exactement. Si on doit mettre de côté la famille, aujourd'hui, les mentors qui composent ta vie sont des gens qui t'apportent quelque chose d'un point de vue de développement. Et surtout, je pense, ce qui est très important, c'est d'arriver à te refléter aussi en eux. Pas à confondre ta personnalité avec la leur. Je parle souvent de Basile, je parle souvent de Will Smith, de LeBron James. J'ai pas la carrière de LeBron James, tu vois. Et je suis pas basketteur et je dunk pas. Mais la réalité, c'est que je m'inspire de sa réussite et je vois dans les difficultés auxquelles il a dû faire face des similitudes avec les miennes. En gros, tu vois des pans de sa vie sur lesquels tu te raccroches. Je pense qu'un mentor, c'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Et j'aime croire aussi que, tu vois, si je fais ce métier de coach aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de donner. Tu sais, moi, je crois beaucoup au give back. T'as donné, il faut rendre, tu vois. Je suis d'accord. Et je crois beaucoup aux lois de l'univers, tu vois. Tu peux pas prendre sans qu'on te récupère quelque chose, tu vois. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'aime me dire qu'on m'a énormément donné. Tu vois, la vie a été très généreuse avec moi. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu l'opportunité d'échouer plein de fois. Parce que j'ai eu l'opportunité de me relever 1000 fois. Si je suis tombé 900 fois, j'ai eu l'opportunité de me relever 901 fois. Si j'ai eu l'opportunité de me relever 901 fois, j'ai l'opportunité de gagner 902 fois. Parce que je me projette encore. Et la réalité, c'est que c'est grâce à ces mentors-là. Tu sais, il y a plein de gens qui disent... je crois que c'est Oscar Wilde qui disait une phrase. Il disait, si on n'avait pas parlé d'amour, les gens ne seraient jamais tombés amoureux. Si on ne leur avait pas évoqué l'amour. C'est vrai. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle dit qu'il faut qu'on vous évoque quelque chose pour que ça vienne apparaître. Et je pense que c'est la même chose pour le succès. Il faut un exemple. Moi, si j'avais pas vu mes parents travailler dur, peut-être Est-ce que tu aurais travaillé aussi dur? Certainement pas. Et d'ailleurs, je vais même te dire quelque chose. On se reflète, ouais, exactement. Avec ce qu'on voit au quotidien. Et je crois beaucoup au mimétisme. Moi, dans mes coachings, les gens attendent des techniques, attendent de l'analyse, etc. Magique. Mais la réalité, c'est que ce qu'ils veulent, c'est me voir le faire et voir que c'est possible. Et moi, derrière, j'essaye de mettre zéro magie dans ce que je fais. Je mets zéro talent. J'essaye de leur montrer qu'en étant le plus normal et basique possible, c'est faisable. La réalité aujourd'hui en sales, c'est que le sales, c'est une formule mathématique. C'est des ingrédients qui donnent un résultat. Et la réalité, c'est que cette formule, ce qui fait que ton niveau de talent il va être plus ou moins élevé, c'est que cette formule, elle va se voir.
C'est-à-dire que les gens vont pas percevoir ton aisance, percevoir tes tactiques. Et ben la formule, elle est transparente. Ouais. Mais c'est pas grave si on aperçoit la formule. Si vous êtes débutant, si vous êtes dirigeant, c'est pas grave. Mais ça sous-entend que cette équation, cette formule mathématique est juste. Si vous écrivez 2 + 2 = 4, c'est pas grave. Ouais. Parce que ça fait vraiment 4. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la différence avec les scammers et les arnaqueurs qui, eux, tentent de cacher parce qu'ils ont plein de skills. Ils savent bien parler, ils savent embobiner. Mais l'équation est fausse parce qu'il n'y a pas la proposition de valeur. C'est que de la surface et en fait, il n'y a pas de profondeur. Non. Profondeur intellectuelle et même de manière globale où tu sais que tu vas arnaquer des gens. Déjà, ça... Bon, c'est... Ouais, mais tu vois, moi, je peux t'en parler quand même parce que je fais du closing. Okay. J'ai fait du closing aussi pour gagner ma vie. Ouais. Je sais qu'il y a des closers qui close. Il y a une mauvaise image à raison et parfois à tort, tu vois, sur l'aspect closing pur. Il y a quand même des gens qui ont vendu des formations en e-commerce ou autres. Et je parle pas des plus connus, parce que les plus connus, pour être un tout petit peu dans ce milieu-là, c'est ceux qui travaillent le plus propre. Moi, je te parle de gens qui vont usurper, qui vont abuser de B2C, donc de monsieur, madame, tout le monde en Afrique, en Asie, et leur dire que cette formation-là va complètement les sortir de l'enfer dans lequel ils se trouvent. Ouais, de leur situation initiale. Débrouille-toi pour aller chercher 2000 €, demande à ton oncle, à ta tante, va trouver un moyen de financement, contracte un crédit conso. Non mais arrêtez les gars, c'est pas ça être vendeur. Soit la personne a le besoin, soit elle ne l'a pas. Vous pouvez le faire naître, vous pouvez lui faire prendre conscience, mais vous ne pouvez pas l'inventer. Et surtout, n'apportez pas une résolution fictive à un problème qui n'existe pas. Totalement aligné. Les closers aujourd'hui sont, pour moi, un fléau dans le sales. Pourquoi ? Parce que si c'est bien fait, en fait, un closer, c'est un réagir, vendeur. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un closer qui est bon et qui est éthique, c'est un closer qui est vendeur. Parce que dans son closing, il fait une phase de découverte. Il comprend ce qui se passe. Ok, vous en êtes où ? Ah, d'accord. Et c'est ça le moyen sur lequel je dois appuyer. C'est ça la douleur que vous avez. Très bien. Il n'y a aucun problème à jouer sur l'émotionnel. Moi, je suis le premier à le faire. Mais par contre, il y a des barrières, il y a des limites. Bien sûr, il y a toujours des D'ailleurs, limites. Je vais même être honnête avec toi, il y a des ventes que j'ai faites dont j'ai honte. J'ai vendu à l'époque des publicités, des placements de communication, on appelait ça, à des entrepreneurs dans le BTP qui n'en avaient pas forcément besoin, tu vois. Ouais. Alors oui, j'étais content, je faisais mon chiffre, etc. Mais aujourd'hui, arrivé 30 ans, j'ai la liberté, j'ai fait ce choix de choisir à qui je vends, quand je vends et pourquoi je vends. Et qu'est-ce que tu vends aussi, tu vois. Ce que je vends. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me vends moi-même, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une grosse pression sur ses épaules. Génial, vous vendez un produit. Mais vous ne vous vendez pas vous-même. Aujourd'hui, quand on me dit non, on dit non à Jedge Day. Ouais, c'est ça. On dit pas non à la dernière solution tech du marché, etc. Donc, quand tu viens d'essuyer un refus à 40-50 000 € sur un deal, c'est à toi qu'on a dit non. Exactement. Donc, tu te remets en question sur ta vente, mais parfois sur ta personne. Mais ça, tu vois, je rebondis là-dessus. Et pour revenir sur le milieu du sales, où ça, c'est aujourd'hui une problématique. Je pense que tu la vois plus que moi dans les entreprises que tu accompagnes. La data et les listes du coup de leads, tu vois. Et quand je dis ça, c'est aussi le CRM, tu vois, comment il est laissé à l'abandon parfois. Et tu as une mine d'or dans des CRM aujourd'hui, dans des boîtes, et en fait, où les sales, et puis même d'un point de vue entreprise au global et stratégie d'entreprise, où en fait, je trouve que le CRM aujourd'hui, en fait, je vois un peu, je pars un peu dans tous les sens, mais je vois 2 problématiques. La première, ça va être les listes qui sont données aux sales et la qualité, tu vois, qui est donnée aux sales. Aujourd'hui, elle est quand même assez faible. Plus derrière, le CRM et la quantité de leads qu'il y a et qui n'est absolument pas travaillé, où t'as pas de liste correctement faite, où t'as pas de mapping clair, tu vois, sur les secteurs que tu vas les targeter, sur les personas, sur tout un tas de choses aujourd'hui, et c'est ultra problématique, et tu vois que les boîtes n'ont très peu de résultats à ce niveau-là. Le CRM, aujourd'hui, votre CRM, c'est comme la salle de sport. Le bon CRM, c'est celui que vous utilisez. La bonne salle de sport, c'est celle à laquelle vous êtes sûr d'aller. La réalité, c'est que si vous n'utilisez pas votre CRM à son plein potentiel, changez-le. Optez pour une version beaucoup plus simple. Salesforce, HubSpot, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est des super outils. Mais il faut en avoir l'utilité. Aujourd'hui, un CRM vous montre la nature et l'état de santé de votre pipe commercial. Autrement dit, la santé de votre activité d'entreprise. Votre CRM est aujourd'hui le reflet de la survie ou non de votre boîte. Et donc, si vous n'êtes pas rigoureux sur l'entretien du CRM, vous jouez avec la vie
de votre entreprise. Aujourd'hui, le pipe, il est capable de vous montrer où est-ce qu'il faut aller fournir les efforts. Est-ce que aujourd'hui à l'heure actuelle, dans notre pipe commercial, on a énormément de leads qui sont en attente de closing? Eh bien, auquel cas, il faut être capable de faire rentrer du nouveau lead. C'est tout le temps un équilibre. Et le CRM est l'outil pour voir où est-ce qu'on en est. Au contraire, est-ce qu'on a que des leads entrants? C'est la variable d'ajustement. Exactement. Clairement. Et aujourd'hui, si tu ne te sers pas d'un CRM comme d'un outil pour piloter ta boîte, tu te trompes. Le CRM ne doit pas être une contrainte pour les commerciaux, mais un outil d'aide et d'accompagnement et de pilotage. Aujourd'hui, si tu prends uniquement le CRM pour foutre la pression à tes commerciaux, ok, t'as fait combien de rendez-vous cette semaine? J'en ai fait 7 ou 8. 7 ou 8. Ok, ouais, t'as rencontré qui? Ok, t'as combien d'opportunités? C'est chiffré. Je répète cette phrase partout où je vais et dans tous mes coachings. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. J'aime beaucoup cette phrase, tu la sors très régulièrement. Et à juste titre, elle est totalement réelle. C'est qu'en fait, tu peux pas, dans ta boîte, arriver et jouer comme ça, avec ou ne pas jouer, justement, avec ton CRM. En fait, tu peux pas arriver, te pointer en weekly et dire... Ok, alors moi, je suis sur ce deal-là, je pense qu'à 50%, je vais pouvoir le closer. Mec, d'où sortent ces 50%? C'est mon angoisse, moi. Tu vois, d'où sortent ces 50%? Pourquoi tu dis 50, pas 60, pas 40, etc. Mais 50, ça, c'est le boulot du manager aussi. Hein. Ouais, c'est ça, bien sûr. Après, le manager fait aussi beaucoup le job. Mais derrière, pourquoi tu vois, t'es pas serein là-dessus? Et ton CRM, en fait, te permet, tu vois, derrière, dès qu'il est bien structuré, après, on part sur d'autres sujets, etc. Mais le CRM doit te permettre aussi, derrière, dans ta boîte, et quand tu vas aller faire ton BP, de pouvoir dire, OK, dans le CRM, je sais que j'ai assez de données chiffrées pour pouvoir atteindre les objectifs globaux d'une boîte et atteindre mon BP. Et je vais même aller plus loin. Un CRM aujourd'hui est le CRM aujourd'hui est un outil de levier de croissance. C'est-à-dire, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont considérées dormantes ou mortes dans un CRM qui pourraient être des informations utiles à closer des deals beaucoup plus rapides que ce qu'on pense. Exactement. Je vais illustrer ce que je veux dire. Il y a plein de deals qu'on considère comme KO perdu, des deals fermés perdus, appelez ça comme vous voulez, qui sont des deals d'il y a plus d'1 an. Et en fait, on va jamais venir challenger ces deals-là. Je vous donne une petite astuce. Recontactez l'ensemble des personnes qui vous ont dit non il y a plus d'1 an. Combien sont toujours dans la boîte aujourd'hui? Non mais, sans parler de ça, recontactez les personnes qui vous ont dit non il y a plus d'1 an et surtout, abordez-les avec la technique suivante. Oui, bonjour Raphaël. Il y a 1 an, on a échangé. Et la réalité, c'est que il y a énormément de choses qui ont bougé de notre côté et j'imagine du vôtre également. Nous, en termes d'offres, de résultats, ça a bougé. Et surtout, j'ai vu qu'à l'époque, on s'était super bien entendu. C'était plutôt une question de timing et de voyant qui n'était pas au vert. Ce qui est la réalité. Est-ce que vous seriez OK qu'on se fasse une mise à jour mutuelle pour voir où on en est et voir où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Et ça vous permet de venir raviver le pipe qui était considéré comme mort. Et là, vous avez des gens qui sont déjà chauds, qui savent ce que vous faites et donc l'effort commercial à fournir est moins important. Exactement. Les gens aujourd'hui se trompent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait un bon commercial, c'est pas celui qui fait le plus d'efforts à tout va. C'est celui qui maximise et qui optimise ses efforts. Aller là où le gain sera le plus facile et potentiellement le plus durable dans le temps. Il faut être capable d'aller target des cibles sur lesquelles tu vas pouvoir upsell, c'est-à-dire vendre plus par la suite, sur lesquelles tu vas être capable de renew, fidéliser, les garder dans le temps. Aujourd'hui, dans la tech, on se confronte uniquement aux produits et c'est là où le commercial a un vrai job à faire. Comment est-ce que je peux upsell ce client? Est-ce que c'est uniquement le produit qui va le permettre? Non, c'est ma connaissance du compte c'est ma capacité à comprendre les enjeux de Jean-Michel Tartampion. Et c'est pour ça que le compte management aujourd'hui est très sous-coté dans les boîtes où en fait on est toujours là newbies. En fait déjà consolide, tu vois, l'existant, va upsell ce que tu peux upsell et ensuite derrière en contrepartie bien sûr, mais va faire ton newbies, etc. Mais ne néglige pas. En fait, c'est plus ne néglige pas la compte. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui négligent aussi la prospe. Ah, mais bien sûr. Il y a peu de gens. Aujourd'hui, si toi et moi, on a du boulot et qu'on est aussi bien payé à faire ce qu'on fait. Et Dieu sait qu'on en a. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Donc, ceux qui regardent ce podcast, ne m'appelez pas pour faire du cold call. Ou sinon, je vous renverrai. Ouais. Appelez-moi pour l'instant. Ou... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, peu de gens osent faire ça. Peu de gens veulent le faire. Pourquoi? Parce que c'est des tâches ingrates. Pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui... Allez, je prends le contrôle du podcast. C'est un putsch. Allez, magnifique. Pourquoi est-ce que toi, t'as envie aujourd'hui de faire de la prospe? Qu'est-ce qui t'excite là-dedans? Et qu'est-ce qui fait que t'es bon là-dedans? Parce que je peux le dire, t'es bon. D'après toi, pourquoi? En fait, moi, ce qui m'excite dans ce métier,
je pense que ça te le fait aussi. Tu te lèves le matin et t'es là. Tu parlais tout à l'heure de compteur remis à zéro. Tous les jours, ton compteur de rendez-vous pris est mis à zéro. Et en fait, ce bonheur et cette sensation, en fait, plus au-delà du bonheur, parce que c'est un mot un peu trop fort, mais cette sensation que tu as quand tu vas prendre un rendez-vous qui va être qualifié, au final, tu te dis, purée, l'opportunité que derrière j'ai pu générer pour la boîte que j'accompagne, en fait, là, il y a une opportunité. Là, il y a du business qui va arriver pour la boîte. Et là, tu es heureux parce que derrière, tu vas permettre à la boîte que tu accompagnes potentiellement d'avoir une belle opportunité et d'amener dans le pipe des AE des leads où eux, les AE, ils vont dire « Mais putain, le mec, il call pour nous. Putain, il nous envoie des rendez-vous du futur. Et on avait de l'inbound. Ben finalement, l'inbound, peut-être qu'on va mettre un peu moins de budget market et que le budget market, on va peut-être aller le mettre sur... Après, l'outbound, aujourd'hui, et donc la différence pour les gens qui nous écoutent entre l'inbound et l'outbound, c'est un peu trop dans la technique. C'est soit d'aller chasser le client, soit le client qui vient à vous. Exactement. Et aujourd'hui, l'outbound, donc aller chasser le client, c'est potentiellement le plus dur et le plus compliqué. Mais la réalité, c'est que c'est le ROI le plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, quand vous devez créer du contenu, échanger, attendre d'avoir l'attention peut-être du prospect et qu'un jour, il débarque dans votre boîte mail, c'est super long et c'est hasardeux. Là où vous prenez votre téléphone, vous avez un numéro, vous avez une réponse directe aujourd'hui à votre proposition de valeur. Moi, très souvent, il y en a qui me disent « je dois encore travailler mon offre, etc. Rester dans le labo ». Non, allez vous confronter au terrain. Appelez des prospects. Va chercher ton marché. Non, va chercher. Tout le monde aujourd'hui se rend fou avec le product market fit. Le super produit. Spoiler alerte, foncez. Soyez véloce, comme disent souvent les gars de Scalesia. Soyez rapide dans l'exécution, efficace, itérez, mesurez ce que vous faites, mais surtout, allez chercher du feedback client. Bien sûr. Aujourd'hui, le cold call, c'est quand même un super moyen d'avoir un feedback clair. Si tu as fait 100 appels et que tu sens que ça a pris pas du tout avec cette cible-là, bah c'est peut-être que c'est pas la bonne cible. Tu AB test. Et tu as juste ta variable. Ouais, AB tester, c'est hyper important. C'est la base. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est le cold call, c'est le moyen le plus rapide d'avoir des résultats. Certes, mais tu vois, derrière, j'aimerais dans un monde, j'espère pas utopique, mais derrière que le sales et le market dans les boîtes travaillent mieux ensemble. Ça devrait être le cas. Ouais, ça devrait, mais et tu le sais mieux que moi. C'est la guéguerre. Il y a de la guéguerre, mais il y a aussi en fait ces deux pôles qui ne se parlent pas, ou très peu en tout cas. Mais il y a le gros qui arrive là. Il y a le gros qui arrive, mais le gros c'est souvent rattaché au market généralement. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait en gros ils sont là dans les boîtes, c'est ok, le gros c'est rattaché au market, il crée des listes et du coup il amène de la data et en fait il nourrit les sales. Mais en fait derrière, qui c'est qui nourrit le market? Tu vois, si les sales en fait ne viennent pas parler au market et dire ok, bah en fait, notre cible, c'est vrai que ça marche un peu mieux sur ça. Là, quel contenu vous allez créer au niveau de l'awareness, du coup, l'awareness, faire connaître la boîte par de la newsletter, par tu vois, des webinars, etc. Tu vois, c'est important et utiliser ça, tu vois, derrière. Utiliser ce que fait le market pour aller chercher peut-être pas du call toujours à froid et aller s'appuyer sur ce que peut faire le market aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Cette guéguerre entre le marketing et le commercial... Je la comprends pas, en toute transparence. Moi, c'est pas que je la comprends pas, mais c'est qu'elle a toujours existé. Et la réalité, c'est qu'il y a une trop grande disparité dans la façon de percevoir ces métiers aussi au sein des entreprises. Pourquoi aujourd'hui les commerciaux et les marketeurs, ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'aujourd'hui, les commerciaux, on leur met des variables. Ils dépassent et c'est un peu les rockstars parfois. Et les marketeurs, c'est ceux qui sortent d'école de commerce, parfois assez basiques dans ce qu'ils font. Ils peuvent être remplacés par n'importe quel ordi. Sauf que la réalité, c'est que les commerciaux doivent comprendre que ceux qui réalisent leur liste de prospection sont ceux qui font du market et qu'il y a une interdépendance entre ces métiers. Et que la réalité, c'est que pour que les listes soient cohérentes, pour que les campagnes marketing soient cohérentes, il faut des retours terrain que les sales viennent apporter. Donc, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Je pense même, je vais te dire le fond de ma pensée, que les métiers marketing ne sont pas assez payés aujourd'hui par rapport à ce qu'ils rapportent. Et dans la fonction sales, on est plutôt bien payé, mais il faudrait revoir aussi cette notion de fixe, de variable. Aujourd'hui, ça dépend des écoles. Je sais pas toi un peu comment tu...
Moi, en fait, ce que je perçois et ce que je vois, c'est, bon, certes, c'est plus, on va dire, macro, mais pourquoi ils sont moins payés au market, c'est que tu as beaucoup de candidats. Moins d'incidence business aussi. Ouais, c'est ça, peut-être moins d'incidence business, mais beaucoup de candidats et un peu moins un peu moins d'offres aussi, donc c'est pour ça. Et surtout, pour moi, c'est le sales aujourd'hui. Peut-être avec, on a tous des gros égos quand on est sales. J'ai un gros ego, tu dois en avoir aussi. Énorme. Et du coup, les sales, tu vois, arrivent et disent, c'est moi qui rapporte le CA, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a pas assez. Les deux devraient être sur un même pied d'égalité, aller à peu près sur un même pied d'égalité. Mais je pense que le market, tu vois, derrière, devrait vraiment être beaucoup plus partie prenante avec les sales. Et vraiment travailler main dans la. J'espère que ça va arriver, mais dans les boîtes, c'est compliqué. À l'heure de l'IA, les marketeurs ne vont pas avoir d'autre choix que de se rapprocher du terrain. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est programmation de campagne, ads, gestion de community management, etc., va être de plus en plus automatisé. Au même titre que le sales. C'est ça. Le sales et ses petits messages de relance, ses petits mails. Les sales voudront avoir, tu vois, ces marketeurs qui viennent un peu, tu vois, observer et tu les connais, les sales. Ouais, non, mais t'inquiète, moi je connais, etc. J'ai pas besoin. Tu sais, le sales qui se remet pas en question n'est pas sales. Il est obligé de se remettre en question et surtout d'accepter l'aide d'un autre. Au même titre qu'il accepte l'aide de son N+1. En fait, quand on était en entreprise, moi je vais te dire une anecdote qui est folle, c'est que nous, on nous donnait pas de liste. Je devais me débrouiller. J'ai payé de ma poche les outils Lucha et Casper pour avoir des numéros il y a 3-4 ans. Ouais. Je les ai payés de ma poche. Je payais 50 € par mois. Mais pourquoi ? Parce que j'avais conscience que sans ces outils-là, j'allais être ralenti. J'allais pas pouvoir faire mes perfs. Exactement. Ce qui est anormal, c'est que l'entreprise me l'ait pas donné. D'accord. Mais j'avais conscience que je devais prendre ces outils-là pour pouvoir être performant et donc investir et donc faire confiance. Tu as des boîtes, c'est des pinces sur la mise à dispo d'outils. Mais il y en a qui respectent pas le métier qu'on fait. Ouais. Non, mais clairement. Et en fait, qui veulent des résultats, mais complètement disproportionnés par rapport à la réalité business qu'ils vivent au quotidien. Mais surtout, tu donnes pas les armes et les outils, tu vois, à tes équipes, justement, pour que derrière, tu vois, ils aient justement de quoi travailler correctement. Ouais, et ça, c'est vraiment dommage, tu vois, pour ces équipes-là. On fait souvent le parallèle entre les métiers et la guerre, tu vois. Moi, j'aime beaucoup voir mon job comme un combat. Ouais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ton combat, tu dois être armé. Et être armé, c'est ta préparation, mais c'est également tes outils. Quand tu es commercial, tu peux pas arriver avec des listes défaillantes. Tu peux pas arriver avec un mauvais outillage, une mauvaise connaissance de ton catalogue, de ton produit. Bref, tu ne peux pas arriver désarmé. Avec une arbalète. La réalité, c'est que tu ne peux pas combattre un tank avec un arc et des flèches. Donc, tu ne peux pas t'attaquer à un grand compte, à un prospect, avec peu d'outils et peu de connaissances. Donc, et l'humilité de te préparer, de t'armer, d'aller dans la salle du temps, de travailler, d'aller à la salle de sport, de faire tes reps et de revenir plus costaud. Il y avait un rappeur qui disait une phrase qui était folle. Il disait reviens me voir dans 10 000 lignes. Ça voulait dire reviens me voir après avoir gratté 10 000 lignes, 10 000 textes, 10 000 rimes, après avoir expérimenté. Pourquoi 10 000 ? Pour la théorie des 10 000 heures. Ouais, bien sûr. Et comme quoi il faut 10 000 heures pour maîtriser un art. Rédige-moi 10 000 lignes. À la question, est-ce que j'ai fait 10 000 cold calls ? J'ai fait 10 fois 10 000 cold calls aujourd'hui. Donc, quand je t'en parle, je sais. Ouais. Est-ce que tu me demandes si j'ai fait 10 000 fois des campagnes marketing ? Bah non. Donc, ça. Je reste à ma place. Chacun son métier. Exactement. Chacun son métier, chacun son expertise. Voilà. Donc, hyper intéressant. On arrive à la fin de ce podcast. Déjà, merci pour cet échange. Franchement, je me suis régalé dans l'exercice. Pareil. Je pense que tu as apporté beaucoup de choses sur ce podcast. Franchement, on a appris. Alors, il n'y avait pas de fil rouge, c'était pas cadré. Non, on s'en fout, les gars. En toute transparence, c'est une discussion entre deux potes. J'avais préparé des petites questions, etc. pour essayer de suivre un peu un truc. Ouais. Et puis au final, c'est ça qui est régal avec toi, c'est que... on s'est laissé l'idée aussi. Ouais, c'est ça. Et j'aurais aimé aborder le sujet du sport, mais qu'on abordera peut-être sur un autre épisode aussi, parce que t'es un passionné de sport, je suis un passionné aussi du Stade Toulousain, et t'es un ami à toi. Et du coup, merci déjà à toi, Jed, franchement, d'être venu sur le podcast. Franchement, c'était un régal de t'avoir. Régalé, plaisir partagé. T'as amené beaucoup d'éléments, je trouve, et t'as parlé surtout de l'énergie, du cœur. Et ouais, c'est ça, t'as parlé avec le cœur. T'es un super mec, premier degré. Merci beaucoup. Ce qui est cool, c'est quand les rencontres qu'on fait dans le virtuel, dans le travail, se concrétisent dans la vraie vie. On parlait d'aller voir les prospects en physique. C'est vrai. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on échange, qu'on se suit, qu'on se renifle. C'est ce que j'allais dire. Et la réalité, c'est que là, on s'est rencontrés, on a échangé.
Et c'est ça aussi, tu vois. Moi, je suis content de cet échange-là parce que ça vient cristalliser une relation et avec les gens et tout. Et vous allez voir, même nous deux, on est que au début de ce grand chemin qui nous attend. Et j'espère que dans 2, 3, 4, 5 ans, on reverra cet épisode et juste on checkera où on en est, tu vois. Ça sera trop beau. Et tu vois, c'est mon seul but, moi, quand je viens, que je partage avec des potes comme ça. Et puis, je suis pas souvent invité, moi, tu vois. J'aime bien poser des questions. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi, c'est qu'en fait, t'interviews beaucoup. Ouais. Tu vois, et tu te nourris, tu vois, des échanges que t'as, et c'est des épisodes de qualité. Ah, tu vois, je recommande celui avec Basile qui est déjà sorti quand on publiera ce podcast qui est génial, et en plus il y a Augustin qui sort là, que j'ai interviewé. Exactement, Augustin qu'on connaît en commun, et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut entre guillemets faire ce podcast. Mais en plus, celui avec Basile, il parle de la pensée, donc c'est vraiment pas du tout du sales type. Non, rien à voir. Et vraiment, ça vient, tu vois, nourrir quelque chose, tu vois, qui n'existe pas dans le sales game, tu vois. Mais ça, c'est un petit kiff, hein. C'est vraiment une franchement, bulle. C'est un régal. C'est un régal. Cool. Mais je sais que c'est pas accessible. Mais celui sur ta chaîne YouTube, tu vois, où t'as la première fois que tu interviews Basile, si je dis pas de bêtises, celui-ci est hyper intéressant et ça parle de beaucoup plus du sales. Ouais, carrément. Donc, allez voir la chaîne de Jed. Let's go. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, tous les réseaux sociaux, les gars. De qualité. LinkedIn, allez lui donner de la force. Merci beaucoup. YouTube, Insta, TikTok, je pense que ça va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder. C'est pas encore créé, donc, mais ça va pas tarder. Mais voilà, donnez de la force aux créateurs qui vous inspirent, aux entrepreneurs qui vous donnent de l'énergie. Raph, il se démène, il cherche à faire quelque chose de qualité. Ça a des coups, les gars, de tourner dans des beaux studios. Je vous le dis, dans la vraie vie, on est vraiment moche. Là, ça va. On n'est pas trop vilain. Je me suis coiffé. Je crois que j'ai un début de calvitie, ce que je disais tout à l'heure. Les beaux gosses. Mais bref, récompenser les gens qui font de l'effort, qui font du contenu, parce qu'en fait, on s'expose quand on fait ça. C'est ça. Et que on regarde les critiques, on se réveille le matin quand on a notre call à 9h. Ah, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu le truc. Et c'est dur à vivre. Mais donc, récompensez-le, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis, première vidéo, je suis honoré. Je suis le parrain de ta chaîne. Ouais, exactement. T'es le parrain de ma chaîne et ça me fait très plaisir pour ça. Et du coup, dernière question. Qui me recommanderais-tu, si t'avais 3 personnes à me recommander, d'interviewer? Ouais. Sales ou pas. Ok. Tu vois. Et derrière, tu vois, tu me dirais, ok, si jamais on sort de là, tu me mets en relation avec eux, tu me mettrais en relation avec qui, tu vois, pour faire un épisode de qualité comme ce qu'on a fait là. Hyper intéressant. Je vais te faire avec des gens que je connais, forcément. Bien sûr. Alors, il est très dur d'accès, mais le CEO de mon ancienne boîte, William, il est sur Marseille, dans sa grotte, il n'est pas du tout dans les réseaux. Je peux venir à Marseille aussi. Mais on va le faire sortir. Genre, j'aimerais bien un jour, parce que moi, si je l'interview, ça rime à rien. C'est mon pote d'enfance et tout. Mais il a une histoire de malade. C'est un des mecs les plus intelligents que je connaisse. Et je suis choqué quand je le vois travailler. J'ai pris une claque. J'ai appris à travailler à côté de ce gars-là. Trop bien. Alors que j'ai travaillé dans des grosses structures. C'est un petit mec avec sa casquette et son survêt Hugo Boss qui a généré des millions et qui m'a mis une tarte. Trop fort. Donc, William, je te le recommande de chez Savour. Après, dans le sales game, on l'a vu partout, mais Enzo, c'est toujours une super pépite et un très bon client en entretien. Mais pour changer un petit peu... il a trop de demandes. Non, mais Jules Gardère, que du coup tu connais. Moi, pour moi, c'est le... Je le dis et pas du tout pour faire suceur, hein, mais pour moi, c'est le GOAT sur... Jules, t'es le bienvenu ici, mec. Franchement, ça serait un honneur de t'avoir. Ouais, Jules a interviewé. Ce serait très cool. Et d'ailleurs, moi, je vais le faire dans pas longtemps. Ouais, trop bien. Mais t'es un petit chanceux. Ouais, mais je vais lui dire parce que vous avez des atomes crochus sur la manière de faire du bise. Très physique, très comment dire, relationnel. Ouais, exactement. Donc Jules comme deuxième personne et comme troisième, je vais essayer de te mettre en contact. Ça va être compliqué, mais Ange Capozzo. Ah, mais tu connais mon amour du rugby, tu connais mon amour du Stade Toulousain. Je suis toulousain, donc joueur de rugby au stade, qui est surtout un super ami. C'est vrai que c'est un très bon ami à toi. Je profite de la vidéo pour féliciter lui et Emma de leur petit baby. C'est vrai. Qui viennent de naître. Félicitations à lui. Ouais. Et donc voilà, c'est 3 personnes. Donc je pense que tu fais de beaux épisodes. Si tu as Jules Gardère, Ange Capozzo et William Bali, CEO de Savour. Franchement, là, ça serait 3 épisodes incroyables. Donc merci à toi, Jed, en tout cas, pour cet épisode, pour cet échange, cette discussion. C'était génial pour un premier et très content que tu sois le parrain de ma chaîne. Merci, mon pote. Merci. Ciao à tous. Ciao à tous.